d'être fidèle à ce rendez-vous du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Gard dans son cycle de conférences annuelles. Donc l'hiver dernier et au printemps, on a eu une étude de chic très centrée sur les questions de patrimoine et de romanité. Vous savez que notre ville avait une actualité, pas toujours une actualité, une histoire aussi sur la romanité. Donc là, pour cet automne, on va plutôt réfléchir à des questions, on va dire, de société, voilà, autour de l'habitat. Ce sont une première conférence que Pascal va présenter, avec un certain nombre d'activités que le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, excusez-moi, c'est un peu long, mais après, c'est une petite institution publique que vous financez, donc avec vos impôts, et donc qui essaye de se rendre utile en vous donnant des conseils, puisque nous avons des architectes, des urbanistes et des paysagistes qui peuvent donner des conseils aux particuliers, aussi en matière d'énergie, sur toutes les questions relatives à l'habitat, donc des conseils qui sont gratuits. Et puis, nous avons une activité on va dire de sensibilisation, de pédagogie. On intervient dans un milieu scolaire, un milieu universitaire, pour sensibiliser nos enfants aux questions toutes ces questions de société, voilà, qui sont très prégnantes aujourd'hui. Voilà. Donc, dans quelques semaines, on éditera notre programme 2019, voilà, avec d'autres surprises à vous présenter pour l'année prochaine. On espère que vous serez nombreux à être là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je laisse la parole à Pascal, qui est notre responsable de la sensibilisation, et donc de la façon dont on fait passer toutes ces questions de société auprès du public. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, la transition écologique, entretenant du développement durable, implique de nouvelles façons d'être, de penser et d'agir. Et aussi, les changements les plus durables, finalement, on s'aperçoit qu'ils passent par des décisions, des projets collectifs. Donc, ces projets vont vers des modes de vie plus sobres, plus économes, mais ils n'en sont pas pour autant austères, parce que, comme on va le voir ce soir, ils peuvent être d'une autre manière d'habiter, un lieu dont on est déjà fier sur le plan esthétique, et ça c'est très important en matière d'identité, et également un lieu où des fonctions ont été pensées pour générer, c'est important, une vie plus douce, ce à quoi chacun aspire. Nous accueillons ce soir Laurent Beluc, qui à Montpellier dirige l'agence Architecture Environnement, une agence qui propose la conception et la réalisation de projets contemporains, privés ou publics, selon une démarche de haute qualité environnementale, qui est une démarche HQE. Alors, ça associe un objectif variable et énergétique, d'autres aussi environnementales, comme par exemple la récupération des eaux de pluie, ou alors l'emploi de matériaux simples, pour dire quelques exemples concrets, mais il y a différentes cibles et elles peuvent varier selon les projets. Donc, le respect de l'environnement est un critère dominant dans votre agence, et vous êtes spécialisé en construction bioclimatique. Alors, c'est une construction bioclimatique et en maison basse consommation type de BDC, qui a un label qui certifie des constructions sous-isolées, on pourrait dire, et spécialisée par ailleurs en construction passive, c'est-à-dire des constructions encore plus performantes sur le plan thermique et qui offrent un confort de vie très apprécié par les occupants. Donc, pour un coût de fonctionnement qui, pendant des dizaines d'années, sera bien en deçà d'un bâtiment réglementaire et donc bien au-dessus des normes imposées, même si celles-ci évoluent, et on sait qu'elles évoluent de plus en plus vite. Donc, spécialisé aussi en construction bois, dont vous allez évoquer sans doute plusieurs exemples de vos réalisations, dont l'habitat participatif situé dans la ZAC des Grisettes à Montpellier, du nom de Masque-Baldo, dont nous sommes là pour parler ce soir. Donc, magnifique réalisation couronnée de plusieurs prix. Donc, vous avez beaucoup présenté, effectivement, l'image de l'intérêt qu'elle a suscité. Donc, alors, l'habitat participatif, c'est la thématique de ce soir. Donc, nous, au CLE, on la valorise on en parle en tout cas, depuis une dizaine d'années à peu près. Et nous serons encore sur l'esplanade de samedi, lors de la fête des possibles, pour en parler de 14h à 15h.
Donc, les médias se font écho de cette démarche d'habitat participatif. C'est vrai que dans le Gard, il y a plus finalement de projets que de réalisations. Pierre marque un peu le pas de ce point de vue, mais des habitants se regroupent et ils pensent sérieusement. Donc, je n'en dirai pas plus, car nous accueillons aussi, pour nous en parler et nous dire tout ce que nous voulons savoir de ce sujet, Frédéric Joson, qui est spécialiste en éco-construction, mais également conseiller sur le dispositif juridique et financier de cette démarche, et qui est là pour nous la présenter bien en détail, répondre à toutes vos questions. Alors, Frédéric Joson, vous êtes assistant à maîtrise d'ouvrage à FAB, Société coopérative, spécialiste de l'habitat participatif dans l'Occitanie, c'est-à-dire que vous accompagnez les groupes d'habitants et également les collectivités locales qui le sollicitent à différentes étapes du projet et que vous déguisez donc pas à pas. Et vous l'avez fait pour l'habitat participatif Mascobado dans l'année 2002 et vous en êtes aussi habitant. Donc là, nous avons vraiment les différentes figures et un vécu de l'intérieur, si je peux dire. Donc, les personnes qui sont attirées par l'habitat participatif sont généralement attentives aux économies d'énergie. Et par rapport à cela, Frédéric Joson, vous avez développé tout un dispositif pour discuter en amont avec les ménages des objectifs qu'ils se donnent pour justement réaliser concrètement ces économies d'énergie et pour les aider aussi à définir un programme remis aux architectes, ce qui n'est pas de mince affaire. Nous avons d'ailleurs déjà au CAE beaucoup de formations pour l'architecte d'un projet participatif qui n'a pas à faire face à un client mais à tout un groupe de personnes très passionnées mais également de plein de questions, d'interrogations et qui peuvent s'ériger en maître d'ouvrage d'ultra passionnants quasi professionnels. Donc voilà, je vous laisse la parole à tous les deux. Un grand merci d'avoir accepté si spontanément notre invitation, sans aucune contrepartie, il faut le préciser. Ce que nous prenons au CAE pour une marque de sympathie et d'acte militant et comme c'est très important. Voilà. Donc, Frédéric. Bonsoir. Je vais commencer cette soirée qui va parler d'habitat participatif. Je vais essayer de vous définir qu'est-ce que l'habitat participatif et puis après, Laurent présentera l'architecture. Donc l'habitat participatif, il y a deux façons de le définir. Il y a la façon très institutionnelle, très réglementaire, où dans la loi Allure notamment, il est écrit qu'il y a deux conditions au moins pour qu'un habitat soit participatif. La première, c'est que les habitants soient présents dès le début du projet et participent à la phase de programmation et puis au choix d'architecte, etc. Il y a tous les choix. Et le deuxième critère, c'est que les habitants se constituent en un collectif qui soit en capacité de prendre des décisions. Et ça, c'est l'empowerment. Ça, c'est la capacité d'un groupe, non pas à choisir chacun pour soi, mais à choisir pour un projet unique, projet fédérateur, et à prendre des décisions qui vont dans le même sens. Comment tout ça, ça marche. Après, il y a une autre façon de définir l'habitat participatif qui est un petit peu plus sensible, un petit peu plus vécue. Cette définition-là, à la limite, je vais peut-être vous laisser chacun vous la faire dans votre tête, mais pour arriver à cette définition, il y a quelques questions qui peuvent être sympathiques. C'est qu'est-ce que vous pensez de vivre dans la bienveillance avec votre voisinage? Qu'est-ce que vous pensez de pouvoir avoir échangé des services avec toutes les personnes qui vivent autour de vous de façon simple, sans être obligé de rentrer dans un système de troc juste parce qu'on s'entend bien, parce qu'à un moment donné on a besoin de quelque chose, du coup, paf, les voisins peuvent rendre ce service-là. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir à disposition, au lieu d'aller acheter, par exemple au niveau des outils, acheter sa perceuse quand on veut faire l'intro sans servir 2 heures par an, acheter sa scie sauteuse, acheter tout le matériel qu'il faut, qu'est-ce que vous pensez de pouvoir avoir dans un atelier de bricolage à disposition tous les outils que vous ne pourrez jamais avoir, parce que justement, ça c'est mutualisé et c'est acquis par tout un collectif. Bref, des exemples comme ça, il y en a plein. Je pourrais aussi parler du plant de tomate, du potager, du recyclage, du bac à compost, etc. Tout ça, c'est un petit peu les idées qu'on a derrière la tête pour définir ce que peut faire le collectif, tous les avantages qu'on peut trouver à faire ensemble. Et c'est ça l'important de l'habitat participatif, c'est le faire ensemble. Comment concrétiser ce faire ensemble dans la bienveillance, dans l'écoute,
et puis je devrais jouer à la sympathie. Donc voilà, tout ça, ça peut définir l'habitat participatif de différentes façons et différents regards. Voilà, maintenant que ça s'est posé, ben, je vais passer le micro à Laurent, et puis il va vous expliquer en architecture comment ça se traduit, puis après je reviendrai pour vous présenter ma seconde. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Laurent Pelu, je suis un des deux associés du cabinet d'architecture environnement à Montpellier, et je viens vous parler d'habitat participatif, qui est pour nous un changement radical dans notre façon de voir l'architecture et de construire. Et pas que pour nous, parce qu'il me semble que quand même la société est en pleine mutation à différents égards. Évidemment sur le terrain de l'écologie, on en parle tous les jours maintenant et depuis très longtemps. On commence seulement à s'en inquiéter, alors qu'on aurait dû s'en inquiéter depuis très longtemps. Et puis parallèlement à cela, on sent que la société est en besoin de mouvement aussi. Ça n'engage que moi, mais pour vous. Il me semble qu'on sort de la société de consommation qu'on a connue, qui a apporté tout ce qu'il y a de bon, mais aussi de péjoratif dans ce terme-là. Et à un moment donné, on a oublié un peu l'humain dans cette histoire. Et les gens se rendent compte seulement maintenant, il me semble, par l'observation que je fais des événements sociétaux. Évidemment, nous qui sommes sensibles à cette notion d'environnement, de respect de la nature, mais aussi de l'habitant, donc de l'homme. Il ne faut pas oublier que l'homme est au centre de tout ça et qu'on oublie souvent. On parle souvent de sauver les animaux, la nature, les arbres, et peut-être se sauver nous-mêmes. Et cela, ça commence aussi peut-être par le fait de sortir de sa solitude et de son abandon des prises de décision de sa propre vie, de comment on veut vivre, avec qui, comment, avec les autres principalement, parce qu'on est des animaux sociaux. Et on voit bien que la jeunesse s'isole de plus en plus à travers même les réseaux sociaux. Ça devient une catastrophe de demain annoncée, celle-ci. Donc je préfère mes enfants de rentrer dans ce système-là. Et voilà, il y a une espèce de réveil comme ça des mentalités qui fait que les gens se disent mais bon sang, on n'est pas obligé de vivre comme on nous l'a dit là-bas en haut. On n'est pas obligé d'acheter un appartement qu'on a vu sur un appartement témoin, on n'est pas obligé d'être un numéro où on achète le logement type de T3 qui ressemble à tous les autres et qui vit dans une communauté finalement qui ne ressemble pas et puis dans un quartier qui est imposé parce que finalement on n'a pas les moyens de faire autre chose ou d'être ailleurs, etc. Et bien ça demande un peu du courage et heureusement pour nous tous, on voit des prémices de gens courageux qui se disent bah, on ne se résigne pas, on se prend en main et on se rassemble. Voilà, avec une idée commune, en tout cas une idée qui, pour le coup, dans notre exemple, ça sera l'habitat participatif, comment on peut vivre ailleurs, et on voit dans plein d'autres domaines de la société, il y a des choses qui bougent, sur le mode de se nourrir, par exemple, sur le mode d'aller au travail, des déplacements, etc. Donc tout ça, ça me rend plutôt positif, moi, parce qu'on pourrait l'être beaucoup moins si on s'en tient aux arguments écrits la plupart des grands scientifiques annoncent déjà que c'est déjà trop tard pour renverser le basculement climatique. Donc ça, c'est des choses qui sont inquiétantes, mais voilà, parallèlement à ça, il y a des notions d'espoir qui font que la société va bouger et les gens vont bouger. Voilà, c'est mon sentiment d'introduction. Maintenant, je vais vous parler d'architecture. Alors nous, effectivement, on est à l'écoute de cette bienveillance vis-à-vis de l'environnement et des hommes depuis bien longtemps, puisqu'on a créé notre société il y a 17 ans maintenant, et on a été les pionniers de ce qu'on appelle la HQE, la haute qualité environnementale. Donc effectivement, on fait partie des premiers diplômés de ce logotype un peu galvaudé qui est la HQE. Donc, on est arrivé aussi un peu au fil du temps à voir les évolutions plutôt positives en matière de construction durable, de performance du bâtiment, les labels qui ne cessent de croître, les objectifs thermiques qui sont tous les 2 ans remis en question pour aller vers le mieux. Mais on en a aussi les limites, c'est-à-dire que s'enfermer toujours dans des arguments physiques ou quantifiables, ça ne suffit pas. Et moi je parlais, ce qui nous manquait jusqu'à maintenant, c'était la haute qualité environnementale et sociale. Voilà, c'est renouer le lien avec les êtres, avec les hommes pour qui on travaille. Nous, c'est ça le sens premier de l'architecte, c'est son rôle premier. Et on le connaît bien ce rôle parce que nous, nos sociétés,
Mais on a commencé vraiment par la petite porte. Nos premiers projets, on les a fait juste après être diplômés. On a commencé par des agrandissements de maisons, puis après des maisons individuelles. Et donc le contact avec l'humain, on l'a depuis tout le temps, et on a compris l'intérêt de notre métier à travers ce prisme de la relation avec son client. C'est comment lui l'habiller avec sa seconde peau. Alors vous avez raison, c'est déjà pas facile avec une famille, et c'est encore beaucoup plus difficile quand il y a un tas de familles qui se réunissent. Mais c'est en tout cas un engageur qu'on a voulu prendre, et nous ça nous plaît bien ce genre de défi, de comment réussir à faire cohabiter tous ces gens ensemble dans la plus grande bienveillance, en essayant de plus à l'écoute de leurs besoins collectifs et individuels. Et pour l'instant, voilà, on a fait plusieurs projets de ce type-là, et il me semble que ça a plutôt bien marché. Alors, sans trop de difficultés, on n'a pas trop souffert finalement. Donc ça, je vous le dis clairement, ça a été plutôt des échanges très positifs, parce que nous avons le respect des gens, et eux-mêmes nous le rendent bien. Donc le respect de l'écoute déjà, de nos arguments, de nos connaissances, puisque vous savez bien que tout le monde est un peu architecte, et tout le monde a son idée. Donc c'est bien, à un moment donné, le groupe doit aussi être à l'écoute du technicien ou des techniciens, puisque un bâtiment ne se construit pas qu'avec un architecte avec plusieurs compétences. Et donc voilà, c'est un cercle qui devient poreux, puisque finalement on travaille au contact des gens et on peut répondre en direct. Donc il n'y a plus de méconnaissance ou de rempart entre le technicien et l'habitant, mais tout ça finalement se prend dans une grande table ronde où tout le monde peut exprimer et puis s'écouter. Voilà. Et moi ça m'a aidé aussi, puisque l'architecte souvent des IDSL arrêtés, et plus ça va, et plus je fais ce type d'exercice d'habitat participatif, et plus je suis à l'écoute des gens qui ont souvent des très bonnes idées qu'il faut écouter, et après évidemment faire la synthèse de tout ça, parce que malgré ce qu'on dit au début, tout est possible, tout n'est pas toujours possible quand même. Il y a des règles de l'art qu'il convient de maîtriser. Donc voilà, le technicien que je suis dit à un moment donné, stop, là on ne peut pas aller dans ce schéma-là parce qu'il y a des règles de la construction, ou parce qu'il y a des contraintes normatives, ou des choses comme ça, mais finalement qui sont assez faibles par rapport à tout ce qu'on peut faire de possible. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on se récompense nous-mêmes comme ça. Bien sûr qu'on a plus d'efforts à faire dans l'écoute, dans la patience, dans les réunions qu'on va faire, mais on a une récompense ultime que beaucoup nous envient maintenant. C'est le résultat de tout ça. Puisque évidemment, faire un logement collectif, un habitat collectif, ils sont construits, je ne sais pas combien de milliers par mois à Montpellier par exemple, certainement un peu moins ici, mais pareil, avec le même rythme. Et finalement, on a du mal à trouver l'identité de chaque projet ou la singularité d'un bâtiment, parce que tout se ressemble un peu, généralement, il n'y a plus d'âme dans tout ça. Et nous-mêmes, on y a participé, parce qu'on est des promoteurs, on sait qu'un projet va très très vite, qu'à partir du moment où un promoteur nous donne un programme, l'immeuble de logement, d'une soixantaine de logements, doit être torché en 1 mois et demi, 2 mois. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas tant de la poésie dans cette histoire-là, ça va très vite, et nous ça nous interroge, parce que les architectes ne sont pas généralement partie prenante de ce rythme limite décadent, puisque au final on se retrouve avec des monotonies de création, quand ce n'est pas une absence de création, et surtout on crée des bâtiments qui coûtent cher, qui occupent l'espace public et qui ne correspondent pas plus à leurs habitants. Voilà. Donc l'habitat participatif nous permet de nous réparer tout ça et puis de faire des choses un peu plus sympathiques et ludiques. Voilà, il me semble un peu plus humaines. Donc je vais vous montrer quelques exemples sans prétention. De moi aussi, en tout cas, c'est bon. Alors oui, je vais présenter cette soirée avec mon associé Régis, il est sur la route. Hein, je vois de notre activité, on a un concours à faire sur Clermont-Ferrand, donc il est parti à Clermont-Ferrand, donc il n'a pas pu être là. Alors voilà, ça ce sont nos bureaux. Voilà, déjà, nous on est architectes avant tout, et on a plutôt bien exprimé
travers la construction de nos bureaux, qui se trouve au centre-ville de Montpellier, près du Quorum, et qui est une certaine opposition justement de style et d'image par rapport au contexte bâti du lieu. Notamment, on voit le Quorum qui est derrière, donc qui est une masse minérale très imposante, très rectiligne, auquel on répond, nous, plutôt par un bâtiment plutôt végétal et plutôt courbe. Voilà. Et ça nous semblait important. Donc, on a eu cette chance de pouvoir construire nos propres bureaux, l'occasion de s'exprimer et de revendiquer ce que l'on est, les organiques, la construction durable, et puis aussi introduire des matériaux qu'on ne trouve plus malheureusement dans les villes, qui sont les matériaux végétaux. Notamment le bois, qui est quand même un des seuls, je dis un des seuls, puisqu'il y en a un autre très intéressant, matériau totalement renouvelable, 100% recyclable, et qui est en surabondance dans notre pays, par exemple. Et bien le bois, à part quelques maisons de Saturbois qui sont allées de ci et là, ou quelques granges fermières, ben on ne le trouve pas. C'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui on commence à se réveiller sur ces sujets-là et on s'aperçoit du potentiel énorme de cette construction bois et qui rend service en plus à la nature, à l'environnement, qui stocke le carbone. Et ça, c'est pas le moindre des arguments quand même. Et donc voilà, à travers notre petit et modeste projet, on a voulu montrer qu'on pouvait le faire et qu'en plus, on pouvait le faire dans un cadre de secteur soumis à ABF, donc des trucs normalement où tout le monde a peur, on ne pourra jamais faire des choses différentes. Et là, si. Voilà, il suffit d'avoir des bons arguments et puis une adaptation aussi qui nous permet de faire ce genre de choses. Voilà. Et l'autre matériau? Alors l'autre matériau qui n'est pas exprimé dans notre projet, qui est aussi 100% recyclable, 100% naturel, c'est la pierre. Matériau d'autrefois, dit-on, mais sur lequel on est très très moteur avec quelques confrères pour remettre de ses cendres un matériau en anime ici. Donc, oublier la pierre, ça serait quand même un comble. Alors, plein de détracteurs diront, oui, mais les pierres, c'était avant, ça, c'était... non, c'était pas avant, les carrières, elles existent toujours, on a toujours les mêmes familles qui les exploitent, il n'y a rien qui s'est arrêté. Par contre, maintenant, il faut essayer de les utiliser pour aller un peu au-delà et justement les remettre dans les immeubles, ce qui se faisait autrefois, Montpellier, par exemple, tous les immeubles sont en pierre. Et pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce que quelqu'un a une explication de pourquoi ça s'est arrêté? Mis à part la force de lobbying du béton qui s'est introduit dans cette histoire-là. Oui, le coût, et ben non. Et ben non, parce qu'on est en train de le prouver, alors pas nous, des collègues à nous avec qui on travaille, qui sont des architectes de la pierre, élèves de Perrodin, donc architecte très connu, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas une pointure qui a fait beaucoup d'ailleurs pour les carrières locales, les carrières du Gard, pour faire plein de projets en pierre. Donc ces élèves-là qui sont de ma génération-là, eux ont poussé ce concept. Autant nous sommes plutôt les architectes du bois, eux sont plutôt les architectes de la pierre. Donc, notre combinaison des deux fait quelque chose d'assez sensationnel, puisque en fait, on veut de plus en plus employer que les matériaux naturels présents dans le sol ou sur Terre, sans avoir à faire trop de transformation, trop de pollution finalement. Et donc ils sont en train de construire des immeubles dans des actes de Montpellier à R+4 en pierre et pour des coûts identiques à celle du béton, et même pour du logement social. Donc rendez-vous est donné pour ceux qui voudront voir quand ça sera sorti de terre. Donc c'est tout à fait possible. Ça, ce sont des idées reçues, et en fait on est trop le nez dans le guidon dans beaucoup d'idées reçues, comme quoi tout est impossible, que c'est... Ben non, tout ça, ça change. La preuve, les bâtiments publics se construisent en bois maintenant, de manière assez importante. Très peu en pierre, mais je pense que demain, beaucoup de choses se feront en pierre. On est en train de faire une groupe scolaire entièrement en pierre. Donc, du béton que pour les fondations. Voilà. Donc, le coût n'est pas un argument suffisant pour tordre le cou à ces filières-là. Et donc, je poursuis ma présentation. Voilà. Alors voilà, notre première et modeste opération d'habitat participatif a été à Fabrègues, une petite commune près de Montpellier, dans les Hauts, où
services d'habitat participatif, regroupant 8 foyers. Alors comment dire, heureusement qu'on avait vraiment envie de faire de l'habitat participatif, c'était très compliqué cette première opération, puisque le groupe de départ n'a pas tenu, parce qu'il y avait des difficultés, des incompréhensions des uns aux autres, des attentes différentes des uns aux autres, ou des inadéquations entre les capacités financières et les projets, etc. Et donc du coup, le groupe s'est transformé 2 fois puis 3 fois. Voilà. Avec toujours les mêmes personnes très accrocheuses à leur bord, quand même, qui ont pu réitérer à chaque fois et retrouver un potentiel de gens qui voulaient rejoindre ce type d'habitat participatif. Donc finalement ça s'est fait, le groupe s'est stabilisé, et on a réussi à faire ce type d'habitat, qui sont plus ou moins d'habitat en vente, puisqu'on s'inscrit dans une ZAC, qui s'appelle la ZAC Fabricant, donc avec des règles bien précises d'implantation, de règles d'urbanisme, etc. Mais on a commencé à introduire déjà la vie en commun. Alors, on ne le voit pas trop de ce côté-là, mais surtout le côté où on le voit à travers le plan masse. Par exemple, dans ce type de lotissement, de ZAC, généralement, écoutez, chacun est chez soi avec son jardin qui est cloisonné par une serrurerie quelconque. Et là, en fait, l'intérêt de ce projet-là, c'est que tout le jardin a pu être mis en commun et a fait l'objet d'une concertation entre tous. Et finalement, il n'y a plus de limite entre son voisin. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je pensais que j'avais une photo de l'extérieur. Peut-être qu'elle va venir. Donc voilà, c'est un projet de 8 logements seulement, à R+1, où on a construit en bois et en briques de mur. Voilà. Alors on avait un budget qui était plutôt modeste, qui était le budget équivalent du logement social, de 1 250 € du mètre carré. Donc c'était pas simple, mais voilà, on est arrivé quand même. Donc ça, c'est des perspectives du départ. Et voilà, si j'ai quand même une vue intérieure. Bon, c'est une photo qui a été prise très peu de temps après la livraison, mais voilà, en tout cas, ça illustre la manière de décloisonner un peu les espaces et de dire, ben voilà, on peut se payer, grosso modo, à nos 8 familles, tel terrain. C'était idiot de le redécouper en plusieurs morceaux et puis de vivre chacun dans son coin. Donc déjà, commençons par mettre la mise en commun de tout ça, qui donnera plus d'espace aux loisirs, aux jeux d'enfants, et surtout, ça va générer de la vie forcément, puisque ce qu'on recherche à travers des projets d'habitat participatif, c'est pas de vivre isolé. Ça, je pense que Frédéric l'a expliqué tout à l'heure, c'est de vivre en contact avec les autres. Sans toutefois être trop obligé de vivre avec les autres. Donc c'est là où je vais expliquer à peu près d'autres concepts architecturaux qui peuvent préserver l'intimité des gens en laissant la possibilité de rencontrer l'autre et de vivre entre guillemets entre communauté, c'est pas tout à fait le bon terme, mais avec les autres, en collectivité. Voilà, donc ce rue. Alors, il y a une écriture architecturale qui est issue aussi d'un cahier des charges, puisqu'à chaque fois, on doit répondre aussi dans un contexte bien particulier, où généralement, il y a un architecte coordonnateur qui impose certains rythmes de façade, certains rythmes d'ouverture, etc. Donc, on a composé avec tout ça, et puis voilà, ça donne un projet qui est celui que vous voyez. Donc, c'était notre première expérience. Quelle année ? C'était livré il y a 3 ans. Et je parlais de Mascobado. On y reviendra après avec les témoignages de Frédéric. Mascobado qui était donc notre deuxième opération, et pas des moindres, puisqu'elle a recoupé cette fois-ci 23 foyers sur une ZAC plutôt emblématique de la ville de Montpellier qui est la ZAC des Grisettes. Projet soutenu par la collectivité, donc il ne fallait pas se tromper. Parce que la crainte de la collectivité, de la mairie notamment, c'était que l'échec. Voilà, après avoir fait ces engagements d'expérimenter, puisqu'il s'agissait d'un projet pilote, ils avaient interdiction de se rater. Et pour ce faire, déjà, une bonne précaution, c'est qu'il y ait eu
l'intervention d'AFAB, donc un professionnel de l'habitat participatif, qui lui a le rôle d'encadrer les groupes et justement de faire réussir les projets. Parce que c'est jamais une évidence s'agissant d'un corps un peu mou avec des personnes indépendantes qui doivent se regrouper, financer un projet important, et tout ça, ça demande une certaine dose d'organisation que ce n'est pas du jour au lendemain. Donc l'intervention de l'accompagnateur AFAB, à mon avis, était le gage de la réussite de cette opération-là. Insuffisante aussi, puisqu'il fallait aussi que l'architecture et l'architecte aillent à fédérer tout ce projet-là. Et on y est arrivé par la présentation de ce projet-là. Je le dis au passage, c'était un sacré défi, puisque non seulement c'était la première à Montpellier qui se faisait, et voire même dans la région, il se trouvait que c'était à l'époque la plus grosse de France. 23 foyers qui se réunissent pour faire un habitat comme ça, c'est donc on avait un petit peu la pression quand même. Et puis finalement tout s'est bien passé, on est tombé sur des gens charmants, très sympathiques, très ouverts. Donc ça a pu se réaliser, et dans des temps records, puisque dans sa grande mensuétude, la mairie dit on fait bien l'opération, mais vous avez l'obligation de suivre les mêmes rythmes que ce qu'on fait faire aux promoteurs. C'est-à-dire qu'en 2 mois, on a un permis sur la table. Et toi, on a dit bon, merci. Et ça ne va pas être simple. Donc du coup, ça a demandé une mobilisation beaucoup plus intense, parce que vous allez découvrir un projet d'habitat participatif n'absolument à rien à voir avec un projet de promotion privée classique, puisque on doit d'abord répondre en priorité au bien commun, on va dire, donc à l'esprit du projet du collectif, donc à savoir les 23 foyers multipliés par 3, je ne sais pas combien vous êtes, combien de personnes. Donc 56 personnes qui ont chacun une voix, y compris les petits. Voilà, tout le monde a pu s'exprimer dans ce projet-là. Et on dit, ben, c'est bien tout ça, donc vous avez totale liberté, on pourra aller jusqu'au bout de nos rêves. Par contre, il faut que ça se fasse en 2 mois, les amis. Donc, autant vous dire que tout le monde s'est mobilisé, donc tout le monde était, donc 100%. Et dedans, on s'est vu assez souvent. Et on a eu, voilà, pour remplir ce challenge-là, on s'est dit, bon, on n'a pas le choix. On va essayer de travailler à la compréhension des attentes du groupe, qui avait déjà rédigé un programme très soutenu, puisqu'il faisait 80 pages. Ils avaient préparé en amont un travail de presque 1 an sur leurs attentes, sur les préoccupations de chacun, etc. Donc on s'est imprégné de ça. Donc mon associé et moi, on a vu comme livre de chevet, on se le lisait régulièrement, etc. Et après on s'est dit, voilà, pour tenir le tempo, on n'a pas le choix, il faut essayer de lancer un projet, une esquisse, et on a présenté cette esquisse-là. Voilà. Et on a attendu les réactions. Et on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a eu un moment de silence d'abord, parce qu'évidemment, c'est la transgression de l'imaginaire au réel. Donc à un moment donné, leur projet devenait réel, tous leurs fantasmes pouvaient ou pas s'écrouler. Et bien, a priori, on a eu cette chance-là que ça répondait a priori aux vœux, aux souhaits de l'imagerie générale qu'en attendaient les habitants, qui avaient de fortes préoccupations environnementales, de fortes préoccupations paysagères, et ce projet a réussi à faire la synthèse. Donc on s'est dit, là, on a gagné un premier pas très important, mais c'était loin d'être fini, évidemment, parce qu'après, il fallait se préoccuper de l'organisation de tout ça, de qui va où, avec qui, comment, à quel emplacement, pour quelle situation, quelle surface, etc. Et là, c'était un très long travail, puisque évidemment, cette liberté-là a un prix, c'est-à-dire que chacun peut créer son logement comme il l'entend, où il l'entend, sauf que ça ne doit pas nuire à son voisin, ni celui dessous, ni celui dessus, ni celui d'en face. Donc la liberté, oui, mais toujours pareil, dans le respect du bien commun, voilà, c'est que nous avons, la liberté s'arrête au celle de nos souhaits. Et donc là, c'était un travail itératif très laborieux, très long, et on y arrive aussi, hein, le travail est toujours par payer. Donc les accords se sont trouvés, les tensions se sont apaisées, et tout le monde a trouvé sa place, et a fini, plus ou moins, très heureux, là où il est. Et ça, on va t'en rappeler dans l'image. Je vais vous parler un peu d'architecture malgré tout. Donc ce bâtiment est composé de 2 bâtiments, en réalité, puisqu'il y a 2 ailes de bâtiments indépendants, reliés par un cœur central.
Voilà. Et qui bénéficie quand même d'un cadre paysager assez exceptionnel, parce qu'il est sur... on voit les grands pins là derrière, qui est un espace naturel préservé à la frontière de cet aménagement urbain, et sur lequel le site a été choisi, donc un des plus beaux du quartier. Voilà. Donc déjà, ça aide beaucoup quand l'environnement est privilégié, et qu'on bénéficie aussi d'une orientation privilégiée, qui est le nord-sud. Voilà. Je reviendrai sur ce principe des orientations. Alors oui, il y a deux aigles qui correspondent plus ou moins à la trame de l'urbaniste qui a dessiné le truc, et qui initialement correspondaient aussi à deux groupes, puisqu'il y a eu un premier groupe qui était composé de 13 foyers qui étaient dans celui-ci. Et très rapidement, il y a eu un engouement pour ce type de projet. Et donc le deuxième groupe est arrivé très peu de temps après et est venu remplir les 10 autres logements. Donc au total, les fameux 23 foyers. Je dis ça parce que effectivement, les groupes avaient aussi des singularités quelque part. Ils n'avaient pas tous les mêmes attentes et il y avait des voix prépondérantes sur des aspects plus que dans l'autre sur chacun des deux groupes. Donc du coup, on a essayé de répondre aussi à cette demande-là, tout en assurant une cohésion d'ensemble du projet, puisqu'on voit bien que c'est un projet d'ensemble, mais quand on rentre un peu plus à l'intérieur de ce projet, on va s'apercevoir qu'ils sont différents. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de ce type de projet, c'est que rien n'est pareil. Ce qui était vrai pour les logements intérieurs est encore plus vrai pour les bâtiments. Voilà. Malgré tout, on a suivi les principes fondamentaux de l'architecture bioclimatique, à savoir les orientations. 100% des appartements sont traversants orientés nord-sud. Ça, c'est très très important pour le confort climatique. Donc là, il n'y a pas eu de dérogation possible. Par contre, sur des situations un peu diverses. Voilà, donc ça, c'est la vue côté rue. Donc bâtiment le plus possible construit en matériaux écologiques. Alors là aussi, on a essuyé une tempête affreuse, qui était la construction bois. Apparemment, tout le projet était prévu en ossature bois, et on s'est heurté, vous pouvez me dire, à un bureau de contrôle intransigeant qui a dépassé la réglementation qui nous permettait de le faire. Et donc ce brave bureau de contrôle nous a interdit de faire les murs en ossature bois. Et donc, on n'a pu mettre que quelques murs en ossature bois pour des raisons de sécurité incendie. Voilà. Qui, dans notre catégorie de bâtiment, qui est un R+2, n'aurait pas dû avoir lieu, puisque, en fait, il y a des règles de classement au feu qui nous auraient permis de construire en ossature bois. Il se trouve que les pompiers, à cette époque, mettaient une grosse pression sur la ville de Montpellier par rapport à la construction bois, malgré qu'il n'y ait eu aucun incendie dramatique dans ce secteur-là. Mais je ne sais pas, par principe de précaution ultime, il y a eu des passe-droits qui ont fait que la règle générale ne s'est pas appliquée pour nous. Donc on a dû aussi faire face à cet aléa-là. Et on a renversé un peu notre concept de construction, enfin, nos matériaux de construction, et les façades que vous voyez ici ont été finalement construites en briques, monomure, avec l'isolation par l'extérieur. Voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails des raisons, on va dire, normatives de tout ça, mais au final, on a été plutôt bon, voire même meilleur en gain thermique, puisqu'on a pu assurer une meilleure isolation et surtout une meilleure inertie du bâtiment. Donc, dans le calcul et à la fois dans le contrôle ensuite, qui a été réalisé par des bureaux d'études indépendants sur les performances, il s'est trouvé qu'on a été meilleur par rapport à la climatique des tesons. Voilà. Puisque la brique étant plus inertique, on avait moins de compensation à faire par les isolants. Donc au final, on s'en est plutôt bien sorti, ça n'a pas coûté beaucoup plus cher, donc voilà, et on est resté finalement avec des matériaux écologiques, puisque la brique n'est quand même pas le dernier des matériaux écologiques. Donc, de ce point de vue-là, on s'en sortait bien, et on a même pu obtenir un label récompense, qui est le label BDM, bâtiment durable méditerranéen, de niveau or, donc la haute marche,
en termes de matériaux biosourcés et de performance énergétique. Voilà. Je poursuis ma présentation. Voilà, on va rentrer un petit peu, ça va être très compliqué pour vous de lire les plans, mais ça permet d'illustrer les grands principes de bâtiment, qui est le principe du logement traversant, donc nord-sud, avec d'un côté, au nord, des coursives de distribution communes, et de l'autre côté, au sud, des terrasses et loggias privatives, qui sont des terrasses individuelles des gens, largement dimensionnées. Alors voilà, on a trouvé des surfaces qui nous correspondent, et des largeurs de ces espaces-là qui nous semblaient confortables, à savoir des coursives qui font 2,50 m de large, où les gens peuvent se croiser, se réunir, puisque il y en a qui se sont appropriés des terrasses, qui installent des tables, qui font jouer leurs enfants, etc. Donc des espaces qui, habituellement dans un immeuble classique, se retrouvent le grand couloir sinistre et pas éclairé, ici se retrouvent en espace agréable, extérieur, avec évidemment, et sur lequel on peut y trouver des usages divers et variés, et en même temps un lieu pour se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un des principes les plus intéressants dans ce type de projet-là, c'est qu'à travers ce dispositif architectural, les gens peuvent se croiser, peuvent discuter et peuvent échanger. Ça, c'était bien l'attente des groupes. De l'autre côté, c'est autre chose, c'est inversé, puisque de l'autre côté, c'est la cellule intime qui s'exprime. Et donc, côté sud, on est chez soi, donc on n'a pas de vis-à-vis avec les voisins. Et on peut donner quand même dans un jardin collectif, comme l'exemple tout à l'heure, qui lui n'est pas cloisonné en petits espaces, mais qui est un grand espace aménagé avec des usages divers et variés aussi. Alors, n'essayez pas de trouver des logements habituels type parce qu'il n'y en a pas. Et c'est là où on a fait une grande découverte, c'est que les gens n'habitaient pas tous pareil. Et on a pris des claques parfois. Parce que vraiment, il y a vraiment des scénarios improbables. Je ne parle pas des simplex, des duplex, des choses qu'on connaît un petit peu, mais vraiment des modes de vie qu'on ne s'attendait pas du tout. Mais rien d'extravagant non plus. Mais en tout cas, ça nous a bien montré, et on se fait le porte-parole de cette histoire-là auprès de nos partenaires promoteurs, en disant, mais quand vous faites habiter des gens dans des logements types, vous vous plantez. Nous, on a cet exemple-là, puis on en a d'autres maintenant, où on a 23 familles normales, qui ne sont pas des rues, et qui bizarrement ont leur propre façon d'habiter. Et il serait bien qu'un jour ou l'autre, on écoute ces braves gens qui sont des clients et qui ont des logements très chers. Voilà, je l'ai dit. Et donc, voilà, donc on a répondu le plus justement possible à leurs attentes, hein, même si elles nous paraissaient parfois étranges. On a répondu sans aucun préjugé, et tout le monde a pu retrouver son chez-soi. Et on a pu le faire d'autant plus que nous n'avions pas l'obligation de faire des logements qui répondent à la norme PMR, handicapé. Nous aurions pu faire, mais que le groupe a décidé de ne pas mettre en œuvre, puisque la classe d'autonomie de ce bâtiment ne nous l'imposait pas. Et ça a son pesant quand même, puisque ça permet d'optimiser absolument tous les mètres carrés et les centimètres carrés d'un logement. Et donc de personnaliser encore plus le scénario de son habitat, et donc d'aller plus loin dans la personnalisation. Excusez-moi, quand vous dites des demandes un peu étranges, c'est à quoi un exemple? Parce que je veux dire, par exemple, une chambre qui ne donne pas sur l'extérieur, qui n'a pas de fenêtre, par exemple. Une chambre qui est à l'intérieur. Par contre, la salle de bain, elle a une fenêtre sur l'extérieur. Des choses qui sont, voilà, exemple tout simple, mais je vais pas rentrer dans l'intimité des gens ici, ça je n'ai pas le droit de le faire. Et voilà, chacun vraiment a pu dire, mais voilà, mais il y a aussi des contextes familiaux qui étaient totalement différents. Et donc, des femmes seules, des enfants qui viennent de temps en temps, des adolescents, des couples. Passe la vie, quoi. Tout le monde a des scénarios de vie différents. Et ce type de projet permet justement d'agrémenter ça. Un exemple peut-être le plus précis qui montre cette possibilité-là, ce que je viens de citer, c'est celui d'une maman où son fils a besoin d'autonomie et qui veut être proche en étant autonome,
Et à l'intérieur de son logement, on a créé un petit studio. Un petit studio qui rend la personne indépendante. Essayer de faire ça dans un projet avec Bouygues, ça va être compliqué. Voire impossible. Voilà, donc en fait, tous les scénarios sont possibles. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les gens voilà, peuvent vraiment se projeter dans quelque chose qui leur ressemble, et qui va répondre à leurs besoins spécifiques. Il y a même à voir, à un moment donné, puis la personne est partie, une activité professionnelle aussi, des choses comme ça. Voilà, vraiment, il y a des possibilités multiples, et ce type de projet permet d'aller au bout de ces solutions. Vous avez d'autres questions? Les gens sont locataires quand on les fait. Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a les deux. Donc, il n'y a aucune discrimination, puisqu'en fait, il y a des logements sociaux, des logements en accession, et les locataires sociaux ont participé au même titre, avec le même investissement que les propriétaires, et ont pu personnaliser aussi leur logement autant qu'ils le pouvaient. N'en déplaise au bailleur social qui a payé. C'était la condition. Donc, voilà, il y a aucune discrimination entre les statuts de ça. Bon, je vous montre des photos, donc les fameuses coursives que je vous montre en plan, les voici. Les coursives de distribution, voilà, qui sont accessibles par parc intérieur, et qui distribuent qui relient les différents niveaux par des escaliers intérieurs. Donc ça, c'est la partie privative. Donc côté sud, avec les fameuses loges, vous voyez qu'il y a déjà un peu plus d'intimité dans ces lieux-là. Donc les terrasses sont très grandes, elles font presque 25 mètres carrés chacune. Et on a trouvé une petite astuce pour que chacun puisse aussi, de manière indépendante, sans passer par la coursive commune de l'autre côté, descendre dans le jardin. Et cette solution-là, on l'a trouvée assez facilement, parce que bon, le rez-de-chaussée, il sort, il est dans le jardin. Et en haut, il y a des duplex. Donc on a réuni tous les gens qui voulaient vivre dans les duplex, on les a tous mis ici. Avec leur consentement, bien sûr. Et à chaque fois, entre deux duplex, donc les duplex, c'est un appartement qui est ici et au-dessus. Et au milieu duquel, on a mis un escalier, là, qui permet de distribuer d'un côté un appartement, de l'autre côté un autre appartement. Les deux passent à travers un espèce de sas et de descendre dans le jardin et en lien avec la terre. Et ça, c'était important, parce que notre projet qu'on a voulu écologique, malgré tout, et en symbiose avec la nature, puisque, certes, construit en bois, donc ça, c'est des bois un peu décollés, quand même, il faut le dire. On a aussi, aujourd'hui, on reprendra les photos aujourd'hui, il est totalement colonisé par des plants de vignes vierges qu'on a mis. Et en fait, on a un bâtiment qui ne ressemble plus à ça, qui est totalement végétal. Enfin, beaucoup plus végétal que ça. Quel est le moyen des habitants? Ils ont dû vivre depuis 3 ans. Alors, vraiment, je crois que là, c'est le média en place. Je pose cette question à cause des escaliers. Alors, là, voilà, exactement. Donc, il y avait des personnes plus âgées, personne n'était handicapé dans cette opération-là. Et évidemment, ces personnes-là ont demandé à être en rez-de-chaussée. Et finalement, c'est une nouvelle règle aujourd'hui, puisque la règle vient d'être changée. La règle nationale qui imposait que 100% des logements à partir d'un certain nombre de niveaux soient accessibles aux handicapés. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus raisonnable, ce qui est là, en relation avec les vrais besoins, je pense, moi, personnellement, c'est que les gens qui ont besoin qui ont peur de souffrir d'un handicap, se localisent plutôt à rez-de-chaussée. Et ceux qui ne posent pas ce genre de questions vont... Les amis, alors, oui. vieux. Alors, oui, bien sûr, les personnes âgées, etc., les difficultés de la vie, les accidents, on est d'accord. Ici, nous, on n'a pas du tout provoqué des choses, on a dit vous avez la liberté de choisir. Et je crois qu'il y a eu un référendum, ou en tout cas, il y a une mode de consentement mutuel, c'est ça le terme, et qui a permis que tout le monde s'exprime sur ce sujet. Ils ont dit, écoutez, non. On va quand même le prévoir, c'est-à-dire qu'on a mis un lieu où on puisse mettre un ascenseur, au cas où, si plus tard il va se payer. Et l'ascenseur, c'est certainement déjà un investissement. Il faut voir si c'est vraiment utile. Donc évidemment, dans l'absolu, c'est toujours utile. Mais ça a un coût aussi.
parce qu'ils voulaient aussi maîtriser le coût des prévus d'investissement jusque dans la durée. Et l'entretien des ascenseurs, nous de rien, c'est des charges assez importantes. Donc ce choix-là a été fait. On fait une autre opération que je vais vous présenter rapidement après, où un autre choix a été fait, totalement inversé. Alors peut-être la population était un peu plus âgée aussi, c'est vrai. Et donc du coup, voilà, on répond aux demandes de tout simplement. Alors ça c'est le deuxième bâtiment. Alors, il est assez intéressant celui-ci, dans le mode d'organisation spatiale, puisqu'on est toujours en logement traversant, mais des logements traversants en angle, et plus vraiment dans le sud. Puisqu'on a 4 appartements sur 3 niveaux, rez-de-chaussée, R+1, R+2. Et on a des appartements d'angle, il y a même des duplex ici. Un en angle, donc c'est traversant par ces zones ici, et celui-ci, et celui-ci. Et c'est ce qui se passe au milieu qui est très intéressant. Puisqu'en fait, il y a, comme tout logement collectif, il y a des espaces de distribution et de circulation. Et nous, on a proposé dans ce projet-là, qui est un peu plus petit que l'autre, une distribution par le centre et par des grands paliers surdimensionnés, survitaminés, on va dire, qui sont des paliers d'accès à ces logements, mais de dimension très importante, parce que je crois que là on a presque 6 mètres. Et dans lequel on a dit, bah, ici vous pouvez imaginer à peu près tout ce que vous avez envie de faire, parce que comme à l'instar des coursives sur d'autres bâtiments, ici il va certainement y avoir des usages. Et donc pour qu'il y ait ces usages-là qui puissent trouver une vie, on va donner les meilleures conditions possibles à cet espace-là. Et cet espace-là, c'est une serre, en fait, qui est un dedans-dehors, qui n'est ni dehors ni dedans. Et inversement. Et voilà. Et là, tout ça, c'est nos appartements traversants avec la loggia, des petites casquettes qui protègent toujours une partie au sud. Hein, je vais revenir un peu sur les principes de base du but climatique, c'est sur le sud, oui, mais avec des protections solaires pour tout le monde. Et puis ce qui se passe d'intéressant, c'est là. Ça, c'est cette fameuse serre. Donc il y a l'entre-deux des deux bâtiments qui peut s'ouvrir et se fermer, puisqu'en fait on a mis des lames de verre sur toute la hauteur de cette façade-là, d'un côté et de l'autre côté identiques, qui sont des NACO, donc c'est des systèmes qu'on utilise dans les pays tropicaux, et qui sont vachement bien, j'avais expérimenté chez moi en fait. Et j'ai des eaux non chauffées qui fonctionnent que comme ça. Et ça c'est intéressant puisque une fois que c'est ouvert, en fait ça permet une très 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 bonne ventilation qui a été, qu'on ne pensait pas aussi bonne, puisqu'en fait on a créé un effet venturi qui rafraîchit énormément les lieux. Et c'est la plus grande réussite de ce projet-là, c'est cet endroit-là. Puisque en fait, quand il fait 40 degrés dehors, je crois qu'on arrive à des températures de moins de 10 degrés ici au milieu, et avec un souffle d'air qui permet que tout le monde du coup se regroupe ici en période estivale, parce qu'il fait très très bon. Et donc ça marche excellemment bien. Et puis l'hiver, eh on ferme la coupe par un petit bouton, parce que tout ça est autorisé, et ça va coûter cher. Et du coup, on crée un effet de serre, et donc du coup cette zone-là est chauffée par les 5 du second. Donc c'est vraiment pas chauffé. Et ça donne des lieux assez intéressant. Je ne sais pas si vous en avez. Bon voilà, donc ça c'est la vue qu'ont tous les habitants sur le parc. Donc on est servi quand même par l'environnement, je vais dire. Et ce sont des vrais petits enfants que L'hiver, ça donne combien votre système de NACO? L'hiver, c'est évidemment pas tempéré. C'est tempéré, mais évidemment, j'ai plus les trucs, mais en tout cas, l'hiver, la vie se passe quand même dedans, sans qu'il y ait besoin de mettre des vestes très chaudes, etc. Donc il y a encore la vie l'hiver dedans, notamment je crois que c'est les jeunes qui aiment bien s'amuser ici, parce que je crois que j'ai des photos, et donc ces grands plateaux se sont rapidement fait coloniser par des canapés, par des jeux, par des lieux de différents âges, etc. Donc ça donne des lieux vachement sympas. Et donc les gens peuvent les croiser, ces lieux quand ils vont chez eux. Oui, j'ai une question. Je suis surpris du terme NACO que j'ai connu quand j'étais à La Réunion. Je crois que c'est une marque qui était répandue à La Réunion. Et il y a deux sortes de NACO. Ceux que j'ai connus il y a longtemps, c'était verre sur verre. Et maintenant, on fait des joints, des NACO avec des joints d'étanchéité. Alors, non, là c'est verre sur verre. C'est des simples lames de verre de 6 mm. Simple métrage, on est d'accord? Oui, le métrage, c'est impossible, ça marche comme ça. Et en fait, on fait juste,
il y a des freins qui nous permettent des audios de les fermer. Tout ça a été mis en ligne et sur des moteurs, parce qu'on a autorisé tout ça, sinon c'est un petit peu long à déplacer. Et en fait, l'effet d'étui, en fait, une fois que c'est fermé, la lame de verre couvre l'autre lame de verre, etc. Et l'autre, on ne reçoit jamais. Voilà, c'est un principe vraiment simplissime qu'on a du coup mis au bout du lieu. Parce que ça existe aussi avec les joints. Mais si c'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Ok. Alors évidemment, dans tout habitat participatif, il y a des lieux communs. Donc il y en a plein à Mascobado, notamment cette grande terrasse commune qui donne plein faire sur la Grippark, donc sur le lieu le plus représentatif de la nature. Donc ce choix-là a été fait aussi pour satisfaire à l'ensemble et non pas au profit d'un seul. Donc, vous voyez, des choix quand même raisonnables et intelligents d'un groupe. Ils disent, plutôt que de donner à une personne, tout le monde en bénéficie. Voilà, on voit un petit peu les débuts de nos lignes qui montent. Je vous invite à y aller, d'abord, si ça vous intéresse, c'est assez sympathique pour parler en début. Alors moi, j'habite pas, mais il faut voir avec Frédéric. L'ambiance nocturne, alors évidemment, tout ça a changé aujourd'hui, tout ça est aménagé, il y a des lieux très sympathiques. Et c'est vrai que je vous dis d'y aller parce qu'il y a une atmosphère vraiment agréable de bien-être. De sérénité, de bien-être, les gens vivent en harmonie, je suis obligé de le dire, parce qu'à chaque fois que j'y passe, je me dis, il se passe quelque chose, c'est vraiment sympathique et ça ne change pas depuis 2 ans que c'est les mêmes. Une petite vue de nos coursives, de nos escaliers de nos coursives, qui distribuent tous les niveaux, et tout en haut, vous voyez, la dernière personne, elle arrive sur la terrasse que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est notre fameux ciel qui, la nuit, s'anime aussi avec des éclairages. Pour que ce soit mieux animé. Donc on la retrouve ici. On a pensé aussi un peu l'éclairage de soir, parce qu'il se fait beaucoup de fêtes dans ce bâtiment. Beaucoup. C'est une photo de fête. Oui, petit zoom sur l'intérieur. Donc on a tout misé surtout sur l'isolation thermique, sur l'inertie, et on a pensé surtout à bien mettre en œuvre nos règles de ventilation naturelle, à savoir le free cooling, puisque en fait chaque appartement est en traversant du sud, va se décharger en température la nuit par le jeu de l'ouverture simplement des fenêtres, tout bête. Donc la porte peut s'ouvrir, rester ouverte la nuit, avec un volet persienné qui permet d'assurer la sécurité de l'accès au logement. Et de l'autre côté privatif et intime, c'est lui qui fait le travail. C'est-à-dire dans la baie vitrée, on a un mouvement supplémentaire avec des barreaux, quelque part, une sorte de barreau en bois, quelque chose de très agréable à voir, qui permet de laisser ouvert et que personne ne rentre chez soi. Et ça marche très bien. Voilà, c'est grâce à ça qu'il y a un confort toute l'année, qu'on a des performances records sur ce bâtiment-là, puisque la moyenne était enregistrée à moins 7 degrés par la température ambiante tout au long de la journée, ce qui est exceptionnel, a priori, des calculs qui ont été faits. Évidemment, sans climatisation. On est d'accord, il n'y a pas aucune climatisation dans ce bâtiment. Et après, voilà, les prestations sont plutôt élevées, puisqu'on dit toute la vérité sur ce projet-là est conçu à 1 500 € hors taxe le mètre carré, donc ça c'est que le prix de la construction. On ne prend pas les horaires. Mais voilà, beaucoup de constructions, c'est des budgets qui sont tout à fait raisonnables, qui sont à peu près ceux des promoteurs, quelque part, et dans lequel, c'est là que je suis un peu polémique, quand on a retiré tous les intermédiaires et les marges des uns et des autres, on peut se payer plein de belles prestations. Et notamment ici, outre le fait d'être beaucoup plus isolé et de répondre à 20% de mieux que la réglementation actuelle, qui est déjà ambitieuse, et la fameuse RT 2012, mais ici, contrairement à d'autres logements types, on se paye par les massifs en chaîne, on se paye des peintures lisses, on se paye des menuiseries en bois, on se paye des peintures sans COV, etc. Donc pour le même prix, on vend tous les intermédiaires, ça va mieux.
Et au final, le prix de vente de ces appartements était à de 3 150 € du mètre carré, alors que tous les petits copains autour étaient à un prix moyen de 3 500. Donc on était quasiment 15% moins cher avec tout ça que ceux d'à côté. Et je dis, c'est quand même un argument qui fait son poids, et qui demande à réfléchir. Alors évidemment, ça demande un peu plus de prise en main, les gens doivent se mobiliser, doivent s'investir un peu plus, se rencontrer, etc. Mais bon, le résultat, il est payant à la fois dans les usages et dans le porte-monnaie. Moi, je me dis, pourquoi ne pas faire que ça? Et c'est l'action phonique. Oh, voilà, là, on n'avait pas d'exigence particulière, donc on a juste répondu aux normes des uns des autres, enfin des normes du bâtiment. Alors, celles-ci ont été traitées quand même, puisqu'on a mis des cils en bloc sur les marges d'escalier, donc en fait, il n'y a pas de bruit du tout. Voilà, on a eu des contrôles acoustiques. On a une faille, quand même, au niveau acoustique, c'est la grande terrasse collective qui est au-dessus d'un logement en dessous, et le logement en dessous, il n'est pas très content que vous ayez la fête au-dessus. Voilà. Et ça. Voilà, on n'avait pas anticipé à ce point-là, on ne savait pas que c'était des gros fêtards. Vous parliez de 1 250 € le mètre carré pour le groupe de bâtiment précédent. C'est hors taxe ou TTC? Le hors taxe, le hors taxe. Hors taxe, voilà. Et après, la question c'est, pour tout ce qui est les lieux qu'on partage, les lieux qui... Ils sont compris demain. Non, je voulais dire, comment ça se passe pour l'entretien? Qui s'en charge? Là, ils s'organisent entre eux. Donc il n'y a pas de syndic, évidemment. Donc les lieux partagés, effectivement, je n'avais pas beaucoup parlé. Entre les espaces agrandis, ils se trouvent avec des espaces d'usage comme celui-ci dans le vestiaire, vous voyez, les canapés, etc. Il y a aussi des chambres d'amis, donc il y a 3 chambres d'amis dans ce bâtiment-là. Il y a une salle polyvalente qui est sur le rez-de-chaussée. Il y a des terrasses, il y a des bureaux récolus dans chacun des 2 bâtiments. Et en fait, tout ça est géré en interne par le mode de fonctionnement des habitants, mais ça, je vous dirai un peu plus comment ils font. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de syndic et c'est en autogestion totale. Oui. Ce qui me pose question, c'est comment se constitue un groupe? Alors, moi, je ne sais pas. Parce que c'est absolument fondamental. Il faut qu'il y ait des gens qui se rassemblent, qui aient envie d'être ensemble pendant un grand nombre d'années. Et vous avez bien dit que vous aviez 2 mois pour faire le permis de construire, mais que ces gens-là s'étaient concertés pendant 18 mois avant. Exactement. Alors, comment peut se rassembler un groupe? Eh bien, je vais laisser quand même ce débat-là à Frédéric, qui lui est à l'initiative de ces groupes-là. Donc c'est lui qui constitue ces groupes, plus ou moins, qui les compose, qui les assemble et qui les suit sur la durée. Et là, en l'occurrence, ça fait 4 ans, 5 ans. Il est livré de temps 2 ans, de 2016. 16. Est-ce que je peux poser une question plus technique? Vous avez montré la diversité de tous les appartements. Est-ce que c'est difficile à concilier avec certaines contraintes? Par exemple, évacuation des toilettes. Oui. Souvent, il faut que ce soit sur la même verticale. La réponse est oui. Mais c'est très difficile parce que, du coup, vu que chacun se retrouvait vite pour se voir, ils ne suivaient pas les règles classiques. Donc il a fallu composer avec ça. Donc il y a eu beaucoup plus de gains qu'à l'habitude. Ah oui. Qui ont trouvé. Donc on essaie de trouver des astuces pour dire mais ça serait bien si c'était là, parce que l'autre en dessous. Voilà, on essaie de ruser un peu pour limiter un peu les gains dans tous les sens. Mais oui, il faut composer avec tout ça. C'est tout le jeu du Tetris auquel on s'adonne quand on fait la conception de ces logements. Alors tout à l'heure, je vous parlais de récompense. Voilà notre récompense. Notre récompense, elle est là, par exemple. C'est que les gens sont très fiers d'avoir fait ce bâtiment, qui nous plaît beaucoup, et puis surtout qui donne satisfaction aux usagers, qui sont heureux. On parle de l'apéro. Et du coup, on a présenté au palmarès de la construction bois l'année dernière, on a remporté le premier prix national et régional. Et ça, c'est important. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, vous avez vu l'actualité, il y a des immeubles de 60 mètres de haut en bois, des choses impressionnantes qui sont en bois. Et bien non, c'est notre petit projet de Mascobado, Grisette à Montpellier, qui a remporté ce prix-là.
Et parce qu'ils ont trouvé la pertinence de l'utilisation du bois, adapté à un contexte, etc. Et enfin, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais en tout cas, on est très contents. Qu'est-ce que c'est comme type de bois? Alors, c'est du bois, c'est du Douglas, qui vient principalement de la région, puisqu'on a travaillé avec un scieur local qui est au Liban. Donc, pas tous, parce qu'il y avait les collés, eux, viennent de Rouen. Parce qu'il n'y a pas de la mélistis. Mais c'est aussi du Douglas. C'est pas du Oui, Douglas. c'est du Douglas aussi. C'est tout du Douglas. Tout est 100% Douglas. Non. Donc, il y a du bois un peu partout, il y a de charpente, il y en a dans les murs, dans les vêtures. La vêture en bois est très elle, pour assurer quand même, donc là aussi il y a des choix de fait. Les bardages, vous allez voir, sont traités en autoclavé. C'est pour ça que je demandais la date de livraison, parce que le vieillissement, il m'intéresse. Alors l'autoclave, on parle que des vêtures, qui est vraiment très peu dans la construction. Il y en a beaucoup plus dans les parties non visibles que dans la partie visible, qui sont les simples bardages bois. Le bardage bois, lui, on fait ce choix-là de pérennité de l'aspect avec un traitement autoclave qui est un peu plus respectueux de l'environnement que ce qui se passait auparavant, il y a plus chlore et arsenic, mais là ça devient mieux. Et au moins, voilà, vis-à-vis de la vie, de l'image du bois, ça me semblait important d'avoir un truc qui tienne la route, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de la construction bois, et nous, on était. Voilà, on ne voulait pas se planter, on voulait absolument que les gens, pour eux, la construction bois se résume à l'aspect de la bardage. Et donc, oui, sur la durabilité, je pense que l'aspect ne va pas bouger pendant 10 ans. Après, il va criser. Voilà. Mais au fil du temps, ça sera vraiment nous comme des éléments. Le Douglas a une grande stabilité dimensionnelle et la mélicolée va mal vieillir. On n'utilise pas le bois brut comme le mélicolé fait. Ça se défend. L'action structure, les grands poteaux sont la mélicolée par exemple. Voilà. Et je poursuis. Voilà. Des gars qui nous ont remis le prix de la région. Et voici un deuxième projet qui est en cours à Montpellier, qui est radicalement opposé. Mais c'était un exercice super, puisqu'en fait c'est un terrain plein centre-ville, très contraint, donc un petit terrain, qui n'a pas de dimension paysagère comme la situation de la Scoba et qui fait partie d'une opération d'ensemble qui s'appelle Cœur Clémenceau, je crois, c'est ça, et qui est une opération de 250 logements sur lequel il avait été réservé une petite enclave parcellaire pour faire une deuxième opération d'habitat participatif sur Montpellier. Donc tout ça a été fait dans l'enseignement nature de Montpellier, depuis rien n'a été fait sur l'habitat participatif. Ça me rappelle. Mais voilà, il y a eu 2 terrains réservé pour cela, donc le Mascobano qui a été réalisé, celui-ci qui va se réaliser, puisqu'on a obtenu le permis. Mais on est parti sur un défi différent, puisqu'il se trouve que l'environnement que je vous ai expliqué est très urbain et très minéral, et aussi un architecte en chef qui a construit complètement en béton blanc. Et nous, on ne se voyait pas, il y avait une histoire de construction blanc, on trouvait que c'était anachronique. Voilà, donc on essaye, on n'a pas de doctrine de la construction bois ou je ne sais quoi, donc on a dit, bah, nous, on va aussi construire en béton. Voilà. Mais pour autant, on va essayer de faire un projet qui est en béton, et on va essayer de tendre le coup aussi aux idées reçues, pour le coup. Et je vous ai dit l'inverse à la présentation. Et on se dit, mais comment on peut compenser tout ce béton et être quand même vertueux environnemental, donc vertueux environnemental. Et là, on y est arrivé par tout le reste. Déjà par le béton, on prend un béton plutôt écologique, il est écossais, plusieurs mécanismes de béton. Et tout le reste provient de filières écologiques, y compris l'isolation, puisqu'on est isolé en chambre, en liège. Pardon. Les structures sont en bois, les terrasses sont en bois, etc., etc. Et évidemment, pour compenser cette présence minérale, le concept de ce projet-là était d'apporter la dualité du végétal, de le mettre dans les façades, puisqu'ici c'est un projet qui est plutôt dans une densité importante, qui s'élance plutôt vers le haut, donc le végétal est présent partout où il peut être. Donc on a beaucoup de structures terrasses collectives, le végétal est partout, y compris dans la façade principale. Alors ça, c'est la première esquisse aussi du projet. Dans le travail qui s'en est suivi, on a perdu la serre qui est ici, qui nous semblait être sympathique, mais qui n'a pas été retenu pour
final, pour un coût notamment un peu élevé et un usage peut-être pas suffisant pour justifier sa construction, donc on va trouver autre chose. Aujourd'hui, c'est cet espace-là qui est en haut, qui est devenu une espèce de jardin d'hiver, donc équivalent à une serre, mais beaucoup plus que celle-ci, et sur lequel on met des panneaux photovoltaïques translucides. Donc en fait, toute cette boîte-là sera en panneaux photovoltaïques pour une autoconsommation. Donc c'est un des premiers projets en autoconsommation énergétique avec le photovoltaïque. Et en même temps, pour ceux qui connaissent le photovoltaïque transparent, c'est du vert. Donc en fait, on a à la fois l'indicateur photovoltaïque et à la fois la transparence. Donc dessous, on peut faire un jardin d'hiver, évidemment. Voilà la vue du projet côté ville. Et on a cette petite venelle là, qui va nous rejoindre l'autre opération des 250 logements. Et on voit que voilà, on a un gros travail de paysage sur ces parties-là qui vont venir rafraîchir et agrémenter tous les lieux de vie. Donc les coursives sont ici. Hein, le même principe que tout à l'heure, on a des coursives extérieures nord, et de l'autre côté on a des espaces de vie privatifs. Et donc on a travaillé avec une paysagiste. Et pour la petite histoire, la paysagiste était une des habitantes de Mascobado, du projet d'avant, que j'ai découvert sur le tard, qui était paysagiste. Donc je me suis dit, bah, viens, on travaille avec nous sur ce projet. Donc voilà, tout ça raconte des histoires. Il y a combien de personnes? 21 pays. Donc c'est aussi un gros sujet pour moi, dans lequel vous voyez la grosse opération qui est là. Voilà, bon, les plans, alors là c'est un plan de masse en U, qui a demandé plus de travail de concertation avec les habitants, et donc il y a tout un exercice sur la gestion de la densité, c'est dans un exercice très compliqué, là. Tout le monde avait en tête Mascobado, mais qui était dans un environnement totalement différent, donc tout le monde avait cette projection-là, et attention, là, c'est plus du tout pareil, donc vous faites beaucoup plus mesurer, l'espace est précieux, les carrés aussi, qu'est-ce qu'on laisse au jardin collectif, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on laisse à votre partie privative. Voilà, tout ça est rentré en musique, et tout le monde a aussi enfin finalement, de manière plus collaboreuse, trouvé sa place. Et on va pouvoir commencer le chantier en janvier. C'est toujours ça. Les logements sociaux aussi. Alors là, effectivement, il y a beaucoup plus de logements sociaux, c'est porté par un bailleur social qui s'appelle Prologie, moi j'en ai pas parlé. Et il y a 80% de logements sociaux. C'est toujours traversant. C'est toujours traversant. Logements sociaux, oui, mais pas location. Il y a 4 locations, et après il y a beaucoup de locations accession, mais il y a 4 locations. Ouais, c'est une location accession. Et c'est là où vous avez mis un ascenseur. Et donc là, voilà, là il y a un ascenseur qui est ici. Donc il faut les ascenseurs, c'est un peu les plateaux, les étages. Et donc du coup, l'ensemble des logements répond à la norme d'accessibilité. Et là, il y avait beaucoup plus de gens qui avaient milité pour ça, parce qu'il y avait plus de gens préoccupés par le vieillissement et qui avaient anticipé ces choses-là. Et au final, on a fait aussi des choses assez particulières, hein, parce qu'il y a des gens, voilà, des choses. Voilà. Et voilà, on a surtout trouvé, exploité toutes les toitures, vu qu'on avait très peu de terrain au sol, et plus au sol. Donc, tout ce qu'on a pu faire en toiture, on a restitué en toiture des espaces collectifs. Donc des grandes terrasses, on avait comme ça, il y en a un peu partout, en dessous. J'ai changé de projet. Alors celui-ci, c'est. Attends, tu ne dis pas sur le précédent que là aussi tu as une reconnaissance BDM. Ah oui, merci, oui, c'est vrai. On a aussi. Oui, très bien, parce qu'en fait, le béton peut aussi être BDM et être vertueux. Enfin, un projet en béton, pas le béton en lui-même, mais un projet en béton. Et ça, c'était bien parce que du coup, aujourd'hui, tous les projets un peu écolo, machin, ils sont tous en bois ou en paille, je sais pas. Mais enfin, la grande majorité se fait encore en béton, malheureusement. Donc ça serait bien qu'on pousse autant qu'on peut et qu'on puisse montrer que quand même, dans l'exercice feedback, dans le gros jardin, dans un contexte particulier, sinon jamais on aurait fait des bons. Personnellement, mais voilà, on va quand même s'inscrire dans un projet d'ensemble. Je parle beaucoup, en fait. C'est peut-être pas. Alors je vais passer très vite, je vais terminer là-dessus. Donc ça, c'est un projet d'habitat participatif qu'on a fait à Montpellier à l'occasion des folies architecturales de Montpellier, qui était fait par aussi la précédente fondation, qui malheureusement a été arrêtée. Donc ce projet s'est pas fait. Quand le nouveau maire est passé, il a dit on arrête tout ça. Et on est passé à la part. Voilà, tout simplement. Donc c'est un projet d'habitat participatif sur Internet qu'on connaît bien, parce que nous, on connaissait le Nord, et nous on est de ce côté-là.
notre agence est là. Et il y avait à peu près le même trou, en fait, au bout du lot, des rues, en fait, avec un grand pignon aveugle, et le projet, c'était de venir s'adosser contre ce pignon-là. Le groupe était constitué? Alors là, c'était dans le cadre d'un concours. Donc, nous, on a proposé cette candidature-là sur l'habitat participatif avec beaucoup plus d'ambition, parce qu'on voulait faire un plan zéro carbone. Et donc, on avait 2 mois à la fois déjà pour constituer le groupe et pour faire le projet. Et on y arrive. Tout ça pour rien, parce que le projet, c'est pas fait. Et on y arrivait, parce qu'en fait, c'était facile. C'est un terrain qui est tellement bien placé en plein centre-ville de Montpellier qu'il a suffi d'en parler à des copains qui n'ont pas de copains. En 2 semaines, on avait tout. Il n'y avait que du logement. Et voilà, nous, c'est un de nos meilleurs projets d'agence qui, malheureusement, n'a pas de logement et qui pouvait faire un peu de logement. Peut-être ailleurs, certainement. Et voilà, en fait, si, il y avait aussi des parties communes, il y avait plein de parties communes. Bon, déjà, on avait mis une crèche de quartier au rez-de-chaussée. Ici, c'était des logements avec plusieurs combinaisons, des T3, des T4, des T2. Et voilà, on avait travaillé sur les concepts de terrasse en creux, nichés des intimes au creux de ces arborescences de bois. Et on avait aussi à l'intérieur des accès, on avait des accès ascenseurs, des communes, etc. Et tout en haut, on avait une superbe terrasse collective avec une salle polyvalente. C'est dommage, hein, que ça soit pas fait. Donc voilà, on est aussi en train de travailler avec le groupe, justement, de ça, parce que tout ce travail-là se fait en concertation avec les gens. Voilà, et voilà. Bon, merci. Bonsoir, oui, voilà, donc, vous avez vu plein d'opérations d'habitat participatif, vous avez vu un architecte parler d'habitat participatif, donc comment ça se conçoit, etc. Donc là, on va regarder maintenant le cas concret, peut-être un peu plus en détail, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur Mastodon. On va regarder un peu plus en détail qu'est-ce que l'opération Mastodon, qu'est-ce que l'habitat participatif et par quelles étapes les habitants passent pour arriver à créer justement se vivre ensemble et se faire ensemble. Du coup, là, déjà pour répondre à une première question, mais qu'est-ce qu'un habitat participatif? Déjà, l'habitat participatif, c'est ses habitants, avant tout, puisque l'habitat participatif part des habitants. Et là, je vous présente mes voisins. Et tous mes voisins, regroupés quand on faisait des week-ends, justement, pour réfléchir sur le projet. Et c'est lors de ce week-end-là que toutes les bonnes idées sont arrivées et qu'on a pu avancer et prendre des décisions. Donc cette photo du groupe me fait rebondir sur la question de monsieur, comment constitue-t-on un groupe? Comment se constitue-t-il? Comment se constitue un groupe, tout à fait. Donc il y a 2 façons pour qu'un groupe se constitue. La première façon, c'est des personnes se connaissent, un noyau, 3 à 4 familles amies se connaissent et veulent créer un projet. Ces personnes-là commencent à réfléchir ensemble. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que ces personnes ont besoin de communiquer ou de faire parler, ou d'avoir un conseil ou un appui technique pour avancer dans la réalisation de la constitution du groupe et ensuite de l'opération immobilière. Parce qu'une opération d'habitat participatif, c'est quand même aussi, je ne dis pas avant tout, mais c'est quand même aussi une opération immobilière. Même si le mot opération immobilière envoie directement à la promotion immobilière, et ça peut paraître un gros mot, en fait, c'est quand même une opération immobilière. Le bâtiment n'étant pas une fin en soi, c'est un moyen, mais c'est quand même une opération immobilière. Et qui dit opération immobilière, dit montage juridique, montage financier, montage partenarial, relation avec plein d'intervenants sur un projet. Donc quand 2 personnes, quand 2, 3, 4 familles comme ça veulent se regrouper pour créer leur propre projet, du coup, il faut à un moment donné se structurer et puis commencer à communiquer pour recruter. Sauf si le projet veut s'arrêter à 3-4. Auquel cas, il n'y a pas de problème, les 3-4 amis se connaissent, et clôturent le projet là, et puis après, il faut chercher un terrain et puis monter l'opération.
Ça, c'est la première façon. Pour arriver à augmenter le nombre de foyers, les familles ont le choix soit de commencer à s'organiser toutes seules et de communiquer toutes seules, soit de faire appel à des structures d'accompagnement comme un FAP. Et là, un FAP peut les aider justement à mettre en place tout un plan de communication, en gros, et puis à structurer le collectif pour commencer à parler justement organisation, gouvernance horizontale, prise de décision, choix juridique, choix financier, etc. C'est les premiers sujets qu'on commence à aborder quand on commence à avoir du monde autour d'un projet. Mais la programmation réelle, c'est-à-dire la description de comment on veut vivre sur un lieu ensemble, ne peut réellement se faire que lorsqu'on a un terrain. Et donc ça, c'est la deuxième façon par laquelle un groupe peut se constituer. C'est-à-dire qu'une collectivité, un propriétaire privé, peu importe, propose un terrain. Et autour de ce terrain-là, un collectif peut se constituer. Et là, les personnes, du coup, au départ, ne se connaissent pas forcément. Parce que soit la collectivité fait des annonces à travers tous les moyens de communication dont elle dispose, soit le particulier, le propriétaire privé peut faire appel, alors là, pour le coup, aussi à FAP pour communiquer autour de son terrain et participer à comme ça, commencer à créer le collectif. Voilà, ce sont les deux façons, aujourd'hui, dans tous les cas pratiquées, pour qu'un collectif se constitue. Voilà. Et donc, à la fin, ça devient un collectif de beaucoup de personnes. Alors, Mascovello, c'est un projet citoyen, bien sûr, mais tout à l'heure, je vous ai parlé des partenaires, et donc là, voilà, ça c'est fait. Les partenaires, c'est donc l'AMFAB, l'accompagnateur, la ville de Montpellier et la CERM, qui est son aménageur public, et co-conçu, et là je crois que co-conçu te va, avec architecture et environnement. Donc voilà, j'ai dit merci à tout le monde. Voilà, les partenaires sont en gros cités, sauf les banques et les là, mais bon. Donc voilà, un projet immobilier ne peut pas se faire tout seul. Vraiment, cette notion de partenaire qui est très très importante à prendre. Juste avant l'achat de l'appartement, du terrain, ou après l'achat du terrain, ça. Mais ça, le terrain a été fourni par la ville de Montpellier. De toute façon, la ville de Montpellier était déjà partenaire en amont, puisqu'on est sur une ZAC, donc une zone d'aménagement concertée. Donc c'était un terrain public qui appartenait à la ville de Montpellier, qui avait été aménagé par son aménageur à CERM. Et du coup, le collectif, en fait, le collectif exactement, c'est Promologie, avec le collectif de Promologie, a acheté le terrain à la CERM, donc à la ville, pour faire construire après les bâtiments. Donc Promologie étant le bailleur social avec lequel nous avons contractualisé, qui nous a permis d'avoir 5 logements en location sociale, parce que dans le groupe constitué, donc parmi mes voisins, il y avait des personnes qui n'étaient pas en capacité d'acquérir un logement, et donc là on avait deux solutions, soit les exclure, non t'es pas assez riche, tu vas faire partie de notre groupe, tu vas avoir une vie, soit les garder et se donner les moyens de garder ces foyers-là. Donc bien sûr, il était hors de question qu'on exclue les personnes avec qui on avait déjà commencé à travailler, les personnes qui commençaient à devenir des amis, en tous les cas des voisins. Et donc on s'est donné les moyens de trouver la solution pour garder ces familles-là. Et c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec ce bailleur social-là, qui a répondu présent, pour justement à la fois qu'il puisse faire construire les bâtiments et qu'à la fin, il garde en gestion locative les 5 logements locatifs. Donc du coup, au niveau de la situation, ça a déjà été décrit. Donc en fait, Mascovello, c'est dans un nouveau quartier. Donc il y a 6 ans, c'était des vaches à la place des immeubles. Mais les besoins de la ville et les demandes en logement de la ville font qu'une ville grandit, et ça c'est normal. Et donc au lieu d'aller s'étaler dans du lotissement autant densifié, et donc ces nouveaux quartiers participent à la densification et donc à la préservation des terres agricoles aussi. Donc dans ce nouveau quartier-là, qui est un nouveau quartier à la bordure ouest de Montpellier, donc, dans lequel le cadre architectural est ce qu'il est, je ne reviendrai pas sur les mots de Laurent. Ce quartier donc, est situé, donc là on a le centre de Montpellier, donc on est ici, et donc situé donc, en bordure de ce grand parc, le fameux Agripparc, et donc une réserve de biodiversité. Et donc les deux bâtiments de Mascovello sont ceux-là. Et donc tout le nouveau quartier concerne vraiment toute cette emprise ancienne. Voilà. Donc, du coup, en voyant donc, la mairie, donc ça c'est une ZAC, donc les terrains, tout le foncier appartient à la mairie. La mairie propose ces 2 parcelles-là à l'habitat participatif, et on répond oui, parce que la situation est bien, et effectivement, c'est une des meilleures situations de quartier.
Et donc du coup, le collectif, oui. Qu'est-ce qui oblige une mairie à céder des terrains à la construction? Qu'est-ce qui oblige une mairie? Rien. Qu'est-ce qui peut encourager une mairie? Ah, oui, ça, c'est la question est parce que obliger une mairie, on ne peut pas. Mais après, qu'est-ce qui peut encourager une mairie? Ah, c'est une mobilisation citoyenne. Et sur Nîmes, vous avez une association qui s'appelle Les Communs Toits, qui s'est créée il y a, en tous les cas, le collectif, l'association, elle est plus récente, mais le collectif qui a mis cette association s'est créé il y a 1 an. Et il y a eu plusieurs réunions qui sont passées d'ailleurs dans les locaux du CAE, et merci beaucoup. On va accueillir ces réunions de ce collectif. Et du coup, l'association Les Communs Toits a pour objet à Nîmes de parler d'habitat participatif et d'essayer de développer cette pratique-là auprès de la mairie, etc. Donc je vous engage à Communs Toits, éco comme écologie ou économie, éco, toi, TOUT. Communs Toits, ça fait les Communs Toits. Donc du coup, voilà, rapprochez-vous de cette association et du coup, vous pourrez participer, vous aussi, à diffuser cette pratique et à parler et à participer à des rendez-vous avec des élus, des choses. Donc du coup, autour de ces parcelles-là, le collectif des habitants se crée. Oui. Une parenthèse, parce que les habitants de Communs Toits, il y a plusieurs là, pas au moins 3 ou 4. S'il y a des personnes qui sont intéressées, le toit est Communs Toits. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'habitat participatif, voilà, vous pouvez aller voir les personnes qui font partie des Communs Toits et de l'habitat participatif. Donc du coup, les personnes se réunissent autour de ces parcelles et le début du travail commence. Là, c'était en 2012, printemps 2012. Les parcelles sont attribuées au collectif. Et à partir de là, il a fallu travailler. Parce que du coup, quand on a un lieu comme ça qui arrive, ce lieu n'est pas sans contrainte. Et surtout dans le ZAC, il y a un règlement de ZAC, il y a un règlement d'urbanisme, il y a des tonnes de documents techniques qui sont à digérer. Et donc, du coup, ça c'est pareil, ça fait partie en quelque part de cette montée en compétence parce que quand on veut devenir acteur, aujourd'hui, consommateur, c'est un mot qui s'entend, qu'on retrouve dans la consommation, dans la nourriture, etc. Mais là, maintenant, c'est habitant-acteur, parce que là, on devient acteur de son habitat. Et pour devenir acteur, il faut devenir un petit peu autonome, donc monter en compétence. Le prix d'autonomie, c'est l'empowerment. Et donc, du coup, il a fallu digérer, analyser tous les documents et tous les règlements d'urbanisme, ce qui est un grand plaisir, parce qu'en fait, on ne fait qu'apprendre, et apprendre, ça crée de la richesse aussi, intellectuelle, etc. Ça fait travailler ses boulots. Donc ça fait partie de l'analyse réglementaire pour qu'on puisse travailler sur le programme et savoir qu'est-ce qu'on avait le droit de construire. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quel programme sur n'importe quel terrain. Si le terrain avait été différent, si les rotations avaient été différentes, si l'emprise au sol avait été différente, si les droits à construire en hauteur avaient été différents, ça n'aurait pas du tout donné les bâtiments qu'il y a là aujourd'hui. Donc le collectif s'est imprégné de ces documents-là. Ensuite, le collectif a travaillé beaucoup avec... donc ça, c'est un appel à projet Logement et Design pour tous qui a été lancé par le PUCA, qui est le plan urbanisme de construction architecture, qui est un service qui dépend du ministère du Logement à Paris. Mais dans tous les cas, le groupe Massobado a été lauréat de cet appel à projet, et du coup, on a pu avoir des personnes très très compétentes qui nous ont aidé justement à la définition de ce programme-là. Et donc à travers des jeux, des ateliers, du découpage, de l'écriture, du dessin, on a pu commencer à réfléchir et à mettre en commun ce que pour chacun veut dire vivre ensemble, ou vivre chez soi, ou partager des espaces, ou partager des services. Et ça, c'est très important, cette phase de communication, parce que là, c'est là où, en fait, on va tous s'accorder. C'est là où on va se mettre un petit peu à l'unisson sur au moins les valeurs que nous partageons tous aujourd'hui. C'est ces valeurs-là qui servent de base, ces valeurs fédératrices qui aujourd'hui continuent à nous unir et continuent à nous faire vivre dans le projet. Donc le programme a été un gros travail, il y a quasiment une année. On a travaillé avec ces personnes. On a travaillé donc, dans la théorie, mais aussi concrètement sur le terrain. Il y a des ateliers qui ont permis de tracer au sol l'emprise du bâtiment sur le terrain, d'aller voir ce que ça donnait par rapport aux voisins, d'aller voir les hauteurs, d'aller voir tout ça. Donc on s'est vraiment approprié cet acte de construire pour redevenir acteur du logement à travers des ateliers même in situ. Ça, c'était très très intéressant. On a aussi beaucoup parlé qualité environnementale, et donc on s'est inscrit dans cette fameuse démarche de développement durable qui est VDM et qui maintenant s'appelle Viséo, puisqu'on est dans une grande région Occitanie, donc maintenant c'est bâtiment durable Occitanie.
Et donc du coup là c'est un énorme listing de points de propositions sur la qualité environnementale qu'il faut, là on coche ce qu'on veut y faire. Donc au départ, dans cet énorme référentiel, on y coche tous nos vœux, et puis au fur et à mesure que le projet avance, il y a quelques lignes qui se décochent, parce que voilà, la récupération des autres pluies, on n'a pas pu faire, du coup ça va être décoché. Mais malgré ça, on a quand même voilà, réussi à travers cette volonté d'être vraiment un bâtiment exemplaire, a réussi à avoir justement le label BDM Or avec la réalisation qui a été proposée par Laurent. Donc tout ça, tout ce travail en amont a donné lieu à un énorme programme, effectivement, quelque chose comme 80 pages. Voilà, c'est le début de la table des matières. On voit dans tous les cas qu'il est question dans un programme, et ça c'est très rare, parce qu'on ne retrouve pas ça dans un programme de compteur immobilier. Il est question de femmes, d'hommes et d'un lieu. Et ça, c'est bien de commencer un programme d'habitat par ceux qui vont l'habiter. Ensuite, il est question, voilà, on décrit notre projet, on décrit comment vivre et habiter, on décrit un immeuble durable en pays méditerranéen, bref, voilà. C'est vraiment tous la façon dont on voulait y vivre, un travail sur les usages, un travail sur l'organisation des espaces. Dans ce programme-là, il y a beaucoup de schémas comme ça, qui sont des schémas où justement, on ne fait pas l'architecture, on n'est pas architecte, on ne sait pas dessiner. Et ça, vous le verrez, je crois, dans la slide d'après. Nous, on n'est pas architecte. Par contre, on sait comment on veut vivre. Et donc, du coup, on n'a pas les compétences pour dessiner un bâtiment. Mais par contre, on peut très bien dire que, entre les chambres d'amis, on veut des chambres d'amis, ça on voulait pour accueillir nos amis, et donc on voulait des salles de bain pour chaque chambre d'amis. On voulait ici, en termes d'accès, un accès piéton et un accès au véhicule pour avoir ici une zone de déchargement facile à côté de l'atelier bricolage. Parce que c'est simple d'arriver avec un véhicule chargé, d'être dans une zone de déchargement pour décharger l'atelier bricolage directement et après pouvoir bricoler. Dans tout ce qui est la sphère collective entre la rue, le quartier et une zone et la sphère privée des habitants, on a réfléchi à une zone de transition. Cette zone de transition se concrétise par la salle polyvalente avec sa cuisine et puis derrière un jardin par lequel on peut accéder maintenant avec la volée d'escalier. Mais cette salle polyvalente, notre salle commune à nous, on la voulait vraiment en lien avec le quartier. Parce que dans cette salle polyvalente, on voulait pouvoir accueillir des associations de quartier ou y faire des événements qui puissent aussi concerner d'autres personnes que Mascovado. Voilà. Donc, tous ces schémas d'organisation, ça par contre, ces schémas-là décrivent juste comment on veut vivre. Ça, voilà, ça on a pu les faire. Et avec tous ces schémas, Laurent a pu faire l'immeuble qui vous a présenté. On va revoir aussi un peu tout à l'heure. Donc voilà, quand je vous dis qu'on n'est pas architecte, on n'est pas architecte. Voilà ce qu'on peut dessiner, nous. Voilà, c'est tout. En fait. On peut faire des patatoïdes, on peut faire des jolis dessins, on peut y mettre des plantes de partout, on peut même mettre une taxonomie sur la toiture terrasse, on peut y mettre des hamacs, des échelles pour monter d'un logement à un autre, on peut y mettre des plantes, on peut y mettre des lieux conviviaux qui sont reposés, on peut y mettre plein de choses. Et encore une fois, là on est dans l'usage. On n'est pas dans le dessin architectural, on n'est pas dans le dessin technique, on est dans l'usage. Et ça fait partie des ateliers que nous avons été amenés à faire pour justement poser tous les usages, à la fois les usages collectifs et les usages privatifs. Et ça, c'est très important, parce qu'à un moment donné, quand on veut vivre ensemble, il faut connaître la limite de chacun. Qu'est-ce que je veux faire avec toi, mon voisin, et qu'est-ce que je veux faire chez moi. Voilà. Et ces ateliers-là ont permis de poser ces bases-là. Est-ce que dès le départ, vous fixez un cadre temporel, savoir si c'est pour aujourd'hui, si c'est sur 10 ans, si c'est sur 20 ans? Est-ce que les enfants grandissent, les personnes vieillissent, etc. Alors, le cadre temporel, il est fixé, on n'est pas fixé à deux niveaux, il est fixé par le contexte du projet. Là, on était en ZAD, on avait un planning à respecter, mais il est aussi très vite fixé par les habitants eux-mêmes. Parce que les habitants eux-mêmes, ils passent 50 ans pour faire un projet. Ils veulent y habiter. Et donc, du coup, ils se donnent les moyens que ce soit réalisé dans les délais les plus raisonnables. On ne va pas dire vite, parce que on se dit un projet-là, il ne faut pas se presser. C'est pas au niveau du vieillissement du projet. Oui. Les habitants vieillissent, les enfants grandissent. Qu'est-ce que deviennent les logements par rapport à tout ça? Alors, dans ce projet-là, les logements ne sont pas transformables, donc on ne peut pas les réduire ou les agrandir. Donc il y a une famille de 5 personnes dont tous les enfants seront partis, ils vont se retrouver à 2 dans un logement qui est au départ conçu à 5. Mais ça, voilà, c'est juste parce que voilà, c'est comme ça. À un moment donné, après, il y a certains projets qui prévoient ces changements de famille. Dans Mascovado, le jour où un foyer de 5 personnes ne devient plus que 2, les autres personnes qui sont aujourd'hui 1 ou 2 seront parties.
Donc en fait, il peut aussi y avoir un cycle comme ça de changement de logement à l'interne de la résidence. Voilà, ça peut tourner aussi comme ça en interne. Aujourd'hui, on n'a pas, nous, en tous les cas, dans notre projet, on n'a pas travaillé sur l'évolution des logements. Il y a d'autres projets qui le font, et ça, nous, on n'a pas travaillé. On a travaillé nos logements aujourd'hui. Il y a des propriétaires dans ce lieu. Oui, bien sûr. Donc, si par exemple un propriétaire veut partir, comment il vend, comment quelqu'un d'autre peut prendre sa place? Alors, ça, vous verrez en fait une personne qui va pouvoir habiter Mascovado, elle ne peut que adhérer à la valeur de rencontre de solidarité de parce qu'elle ne peut pas vivre à Mascovado si on ne peut pas rencontrer son voisin. Du coup, au-delà de la charte, parce qu'une charte on peut toujours la signer, pas la respecter derrière, au-delà de la charte, il faut accepter de vivre dans l'architecture de Mascovado. Et là, l'architecture, on ne peut pas la remplacer. L'architecture, on ne peut pas la faire brûler, on ne peut pas la déchirer, c'est pas un papier. Et quand on rentre dans Mascovado, et quand on est obligé quand on est obligé, pour moi c'est pas une obligation, mais quand on rentre dans Mascovado, qu'on arrive devant le jardin, qu'on passe par la place du village, on doit dire bonjour à 2-3 voisins, et qu'après on doit passer par les coursives, il faut accepter de passer sur les coursives. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas les coursives pour rentrer chez soi. Déjà voilà. Et ça, la personne ne peut pas accepter ça, elle ne peut juste pas habiter Mascovado. Donc un logement qui va se vendre, un logement qui va changer de propriétaire, le futur propriétaire, venant dans Mascovado, ne peut accepter que ce mode de vie parce qu'il est inscrit dans l'architecture. Et c'est ça qui est très important. En plus, et ça c'est cerise sur le gâteau, comme les habitants de Mascovado sont des gens qui sont très très ouverts, et qu'en 2000, donc c'était en 2016, donc entre l'été 2016 et l'été 2017, on a fait passer quasiment 300 personnes en visite publique, et que sur cette année, on en est déjà à 170 personnes qui ont visité Mascovado. Donc en fait, du coup, on a une liste d'attente qui est un peu phénoménale. On sait très bien que de toute façon, si un logement se vide, il trouve preneur assez rapidement. Parce qu'on a une grande liste d'attente. Voilà, ça c'est sûr. Je veux dire que ça se vend aussi bien que notre logement est porteur. Il y a le base prévu, il y a... Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, de toute façon, si la propriété privée, ça se vend. Il faut juste qu'après, les foyers qui s'attendent de venir habiter là, voilà, effectivement, la terre, ils sont comment, ils connaissent tout ça. Je pensais qu'on pouvait avoir des autres futurs... Légalement, non, puisque la propriété privée est inaliénable. Par contre, effectivement, si un jour un foyer déménage, il fera en sorte que son remplaçant soit tiré de cette attente-là, que ce soit un parrainage, quelqu'un d'autre. Un parrainage. Mais effectivement, légalement, on ne peut pas aller à l'encontre de la grande habitude. Donc du coup, Mascovado, c'est aussi sa nécessité. Donc une fois qu'on a fait nos jolies patates et nos jolis dessins, on a quand même travaillé avec une vraie équipe de maîtrise d'œuvre, parce que c'est fondamental. Donc là, on voit des séances de travail à l'agence. Le conférencier d'avant, présent ici, son collègue, donc les habitants autour de la table. Ici, le jour de la présentation de l'esquisse, donc le jour où les habitants ont vu pour la première fois Mascovado. Là, c'était la grande surprise que ça a été bien accueilli. Là, une séance de travail avec des personnes de la ville de Montpellier. Donc voilà, ça fait quand même un projet comme ça. Non seulement ça fait monter en compétences, mais aussi ça fait rencontrer des gens. Et c'est très très important d'aller travailler aussi avec les partenaires de toute la coopération. Donc du coup, là, à ce moment-là, la ville de Montpellier était très bienveillante envers l'habitat participatif, j'espère qu'elle va vite le redevenir. Et du coup, là, il y a eu des sessions de travail, on avait des réunions très régulières avec la ville, avec l'aménageur, la CERN. Du coup, on a travaillé à l'avancée pour le permis de construire, notamment présenter chaque étape à la ville. Et aujourd'hui, parce que ça c'est du passé, d'accord, ça c'est tout ce qu'on a dû faire pour en arriver, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Mascovado et comment ça vit? Donc il y a eu la remise des clés en août 2016, donc ça fait 2 ans qu'on y habite, en août 2018 ça a fait 2 ans, ça fait 2 ans et 1 mois. Et aujourd'hui comment ça se passe? C'est une opération qui fonctionne, qui est très réussie, et je confirme, on y vit très bien dedans. C'est une opération qui est habitée, avec donc 5 logements locatifs sociaux, 9 accessions, ce qu'on appelle location-accession, accession sociale, c'est du PSLA, 9 accessions directes, qui c'est de la VF1, en gros ce qui s'appelle la vente sur planche chez un promoteur. Donc une diversité sociale liée à ces différents dispositifs, une diversité générationnelle, parce que l'écarlage va de 6 ans pour la petite jusqu'à 80 et quelques années pour la moyenne. Coopération à tous les étages, parce qu'effectivement, on coopère tous ensemble pour se bien vivre.
et ouverture sur le quartier, parce qu'on le verra à travers différentes photos. Masquerado n'est pas du tout un projet renfermé sur lui-même. Masquerado s'ouvre sur le quartier, participe complètement à la vie du quartier, en faisant partie du comité de quartier, du jardin partagé, en organisant plein de choses avec le quartier. Entre le moment où un groupe s'est réuni pour décider qu'il voulait être dans un habitat participatif et le moment de la remise des clés, ça veut dire combien? Et bien là, du coup, le terrain a été proposé par la mairie en avril 2012 et il a habité en août 2016. Oui, mais le groupe. C'est à peu près la moyenne. Le groupe s'est constitué autour du terrain. Le groupe s'est constitué autour du terrain. Non, oui. Mais bien avant, c'est-à-dire 2010-2011. Bien avant quoi? Bien avant 2012. Est-ce que le groupe s'est constitué c'était officiellement la remise de terrain, mais moi je sais parce que j'y participé. Non, enfin, avant il y avait un autre collectif qui voulait habiter en centre, au départ qui visait le centre-ville, et comme là, le projet de Clémencité, donc le troisième projet qui a été présenté par Laurent, a été beaucoup plus loin à sortir, on a proposé les grisettes avant. Mais du coup, le groupe du centre-ville, ceux qui étaient au centre-ville, qui sont allés aux grisettes, ils y sont allés parce qu'ils ont voulu y aller, mais il y a une grosse partie qui reste au centre-ville. Vraiment, le collectif Masquerado s'est créé en 2012 quand le terrain a été proposé. C'est proposé officiellement, mais le groupe travaillait déjà avant. Lequel de groupe alors? Le groupe est concerné, on accompagne ce groupe-là depuis sa création. D'accord. Bon. Peut-être quelques personnes à nous. Donc du coup, c'est une opération qui est bien insérée dans le paysage. Donc avec des habitants qui ouvrent leurs portes, effectivement, sur l'extérieur et qui font visiter. Donc il y a des visites régulières. Donc on a des visites, c'est très très varié parce qu'on a des visites à la fois de personnes intéressées par l'habitat participatif, on a des visites de promoteurs, on a des visites de la maison de l'architecture, on a des visites d'élèves de l'école d'archi Montpellier, d'élèves futurs ingénieurs de bureaux d'études, enfin bref, on a vraiment des visites de tout genre. Et donc on a toujours avec plaisir pour nous prendre nos portes pour vous montrer qu'une opération d'habitat participatif peut vraiment fonctionner. Il y a des conflits quand même. C'est pas un Bien sûr qu'il y a des conflits, oui, mais... Il y a des médiateurs qui sont là pour... Je vais faire très vite parce que la soirée passe, mais en fait, il y a deux faces. Alors, il y a un conflit, qu'est-ce que c'est? Un conflit est un désaccord entre deux personnes. Sur les territoires. Sur le territoire, c'est-à-dire l'espace territorial. Son espace. Son espace, son idée, une façon de faire, peu importe. C'est un désaccord entre deux personnes. Quand on est... Je ne sais pas comment dire ça, quand on est normal, quand on est... Enfin, je ne sais pas comment qualifier. Bref, une personne... Intelligente. Non, c'est pas intelligent, c'est une personne normale quand elle est en conflit, c'est soit elle tourne les talons, soit elle claque la porte, soit elle dit oh, toi t'es con, etc. Quand on a réfléchi, mais profondément à qu'est-ce qu'un conflit, en fait un conflit qui est un désaccord entre deux personnes, c'est pas un moyen de s'engueuler avec son voisin, c'est un moyen de trouver encore une meilleure solution en tirant le meilleur des deux idées différentes. Et c'est pas dans l'absolu ça fonctionne. Et c'est ce qu'on vit. Nous, dans tous les cas, qu'on s'efforce d'appliquer au quotidien, et je peux vous assurer que nous ne sommes que les êtres humains, des désaccords entre personnes, il y en a, parce qu'on n'a pas tous la même idée, on n'a pas le même passé, on n'a pas la même vie, on ne vient pas des mêmes horizons, donc on a tous des idées différentes. Par contre, à chaque fois qu'on se réunit pour prendre des décisions, on prend toujours le meilleur de chaque idée, et on n'arrive toujours pas à tomber d'accord. Et en plus au consentement, et sans qu'il y ait d'opposition. Parce que ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'un collectif fonctionne, c'est zéro vote, parce que le vote crée la minorité, et la minorité crée la frustration, et sans opposition dans chaque prise de décision. C'est vraiment un consentement général de tous les habitants qui sont présents et réunissent, et qui se réunissent encore chaque mois en réunion plénière. Quand une décision doit être prise, elle est prise au consentement. Et chaque décision elle est prise en tirant le meilleur de chaque idée. Je peux vous assurer que ça marche, et qu'en plus c'est hyper rapide, et qu'en plus c'est hyper riche. Et qu'on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas pris ces méthodes-là. Ça fonctionne. Et on a là une demi-journée par mois de réunion plénière. Donc du coup, les habitants ouverts sur leur quartier, avec participation au comité de quartier, création de jardins partagés sur le quartier, participation à l'organisation de la fête de la citrouille, à la fête de la musique, où cette année, la fête de la musique est même partie avec une chorale itinérante de Masquerado, et on a organisé une itinérance dans tout le quartier, en passant par un EHPAD, en passant par différents lieux, pour finir dans un tiers-lieu, dans un lieu culturel qui se trouve à quelques encablures de Masquerado.
dans une résidence donc, très agréable à vivre. Donc, bon, vous avez vu déjà pas mal de photos, mais là, j'en ai sélectionné quelques autres qui montrent la façon dont c'est inséré par rapport à l'agripark, quand ça s'insère dans le paysage, le jardin et la façon dont les plantes ont été mises en valeur. Donc voilà la place du village. Donc ça, c'est le parvis de la salle polyvalente devant. Donc, quand on rentre dans Mascovado, on arrive sur le parvis de la salle polyvalente. Et après avoir gravi 3 volets d'escalier, on est sur la place du village en haut. Et donc on passe à travers tout ce fleurissement qui a été encore augmenté parce que là, il y a maintenant la glycine. La glycine est complètement colonisée, donc c'est vraiment très joli. Donc ça, c'est les jardins de la place du village. Donc ça, c'est quand on est là-haut. Donc ça, c'est les jardins, complètement végétalisés, avec voilà, les chaises ou les arbustes qui prennent de différentes couleurs. Les enfants qui s'amusent dans les escaliers, qui sont sur les terrasses par-dessus, à faire pratiquement sur le salon. Mascovado au coucher du soleil, avec la place du village ici. Des espaces communs, puisque l'habitat participatif, c'est aussi le partage d'espace. Donc dans l'espace commun, on a chambre d'amis, salle polyvalent, buanderie, atelier bricolage. On a cet espace-là qui est un espace de vie réel aujourd'hui, le fameux patio dont on parlait Laurent, qui est un espace de vie avec des usages qui sont différents en fonction des niveaux, mais qui est un lieu qui a vraiment, dont les habitants se sont appropriés l'espace. Ça, c'est un exemple de chambre d'amis. Toutes les chambres d'amis ont leur toilette et leur salle de bain, sont toutes autonomes. Ça, c'est une des buanderies de Mascovado. Avec les habitants qui sont impliqués dans l'entretien de leur résidence, oui. Je comprends bien, les chambres d'amis ne sont pas là pour le logement des... Non, il y a 3 chambres d'amis pour la convergence et les réserves sur les besoins. Ah ouais. Elles sont réparties dans les bâtiments. Non. On se sert tous des buanderies communes. Il n'y a pas de machine à laver dans les logements. Le fait d'avoir des chambres d'amis, ça a évité à chacun des logements d'avoir une pièce en plus pour accueillir sa famille. Du coup, on a réduit ça et on se sert des chambres d'amis. Donc ça a réduit nos surfaces, donc ça a réduit nos coûts. Donc en fait, en réduisant les coûts, ça a permis d'augmenter la qualité du bâtiment, puisqu'on mutualise ces espaces-là. Voilà. Donc en fait, ça a plein de vertus, la mutualisation. Parce qu'en fait, une pièce en plus dans un logement qui sert de moins, voilà, on pourra mutualiser avec d'autres. Donc du coup, les habitants qui sont très impliqués, qui participent à l'entretien de la résidence, donc là on voit des sessions de jardin de tous âges, voilà, ça va des jeunes aux plus âgés, qui participent, chacun à leur niveau, chacun en fonction du temps, chacun en fonction des affinités qu'on a avec telle ou telle activité. Moi par exemple, le jardin, vous avez vu, j'ai déjà eu du mal à retenir le mot piscine. Pas trop parler jardin, moi je suis assez technique sur Mascovado, pas de problème. Je fais partie du conseil syndical, je suis même co-président syndic en ce moment, ça m'est tombé dessus comme ça, parce que Mascovado on travaille avec des élections sans candidat, donc je me suis pas vu présenter, on m'a élu co-président syndic, bon, voilà, ça se fait. Et donc du coup, alors, le côté technique de la résidence, pas de souci. Maintenant le jardin, bon voilà, je sais que c'est super beau, ça fait des belles photos, il y a plein de gens qui s'y mettent, et ils nous font des jardins qui sont magnifiques et je leur fais totalement confiance. Et une ambiance assez festive. Donc ça, je pense que vous l'avez assez entendu par Laurent. Oui, on aime faire les apéros, bon, ça va. Bref, on aime bien vivre et on aime bien vivre aussi ouvert sur l'extérieur, pas forcément qu'entre nous. Donc c'est vrai qu'on aime bien recevoir du monde. Et là, il n'y a pas que les habitants, il y a aussi du monde extérieur qui vient. On aime bien manger, organiser quelques petites sessions de fête, organiser des grands repas dans la grande cuisine de notre salle polyvalente. Ça, c'était pour le repas de Pâques. Et puis, voilà, faire des animations et du coup, inviter aussi des groupes de musique, inviter... Se servir de Mascovado comme un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu où il peut s'y passer ce qu'on peut imaginer qu'il s'y passe. Voilà. En gros, l'imagination est dans son limite. On en est encore qu'au tout début. Ça fait 2 ans qu'on y habite. Je pense qu'on va pouvoir encore imaginer plein de choses. Je crois quand même que la grande qualité, c'est que les gens ont décidé qu'ils ensemble. Vous avez le président du conseil syndical, moi j'étais pendant 25 ans. Il y a eu des choses, l'architecte a trouvé une salle commune. Mais les gens, ils achètent l'appartement, ils n'ont qu'une idée, c'est pas d'aller dans la salle commune. En 25 ans, il y a eu un mariage. C'est vraiment, quand on a fait les intérieurs, on était une dizaine à s'en occuper. Et dans les parties communes, pareil. Et là, ils ont décidé d'être ensemble. Alors, on ne sait pas l'avenir, parce que les gens vont vieillir 20 ans, 40 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Mais au départ, on souhaite de réussir, parce qu'il y a cette volonté des gens de vivre ensemble.
ensemble et d'avoir leur lieu. C'est fabuleux. C'est exactement ça, vous avez raison, c'est la volonté, c'est le fait de le choisir, c'est le fait de le définir, c'est le fait de l'écrire dans le programme. À partir du moment où c'est réfléchi, à partir du moment où c'est voulu, c'est utilisé. C'est déconstruit, bien comment. Ça a été construit, ça a été construit, ça a été choisi. À partir du moment où c'est choisi, c'est utilisé. C'est ça qui change tout par rapport à un espace subi. Un espace subi, il n'est pas utilisé. Parce que du coup, on ne sait même pas ce qu'on va en faire, on n'a pas choisi. Parce qu'au lieu d'avoir une salle commune, on aurait préféré avoir un bricolage. Moi, je préfère réparer mon vélo de ma voiture que d'avoir une salle commune, peut-être. Donc, du coup, pourquoi une salle commune et pourquoi pas autre chose? Là, du coup, dans Vasco-Vado, on a choisi d'y mettre ces espaces-là. Parce qu'on savait qu'on allait les utiliser. Parce qu'on a travaillé par l'usage. On a travaillé parce qu'on voulait y vivre, ce qu'on voulait y faire. Voilà, c'est vraiment ça la différence, de le choisir. Vous avez montré les machines à laver. Alors ça, c'était le logement social. C'est une idée, il y a plus de 50 ans, je parle, excusez-moi, c'est une histoire-là. Il y a eu exactement ce que vous avez montré. Juste la réforme, c'est pas les bûcherons, c'est pas si mal que ça. Ils ont utilisé ces cassettes de machines. Et ça n'a jamais servi. C'est scandaleux. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux quand il y a quelqu'un qui a pensé à des machines communes. C'est formidable de s'emmerder chez soi. Non, les gens n'ont pas tout à faire. Est-ce que les temps ont pas changé par rapport à Parce que les gens n'ont pas c'est curieux, mais c'est exactement la même chose. Je pense que ça change. C'est possible. Doucement. Mais ça serait bien. C'est le côté optimiste de la vie. Donc voilà, comme mes voitures, je vous dis bonjour et vous dis au revoir. Et donc, du coup, Je voulais poser une question. On n'a pas vu beaucoup de voitures dans les différents projets qui ont été présentés. Les sous-sols. Voilà, qu'est-ce qui est prévu pour les voitures et puis le lien avec le transport en commun et le lien avec l'extérieur. Alors, sur les grisettes, il y a des parkings sur des bâtiments, ça c'est standard. On est sur des projets qui sont urbains, donc il y a des parkings souterrains. Et on a l'avantage aussi que en fait, le tramway de Montpellier arrive directement dans le quartier. Donc, moi je suis en gros à 2 minutes 30 à pied du tramway express. C'est vrai que je suis souvent en tramway. Après, pour répondre à votre question sur les charges, donc ça, pour avoir un peu travaillé dessus quand même, de rien. Pour avoir estimé à peu près des charges de copropriété standard, donc avec un service professionnel, des personnes qui entretiennent les jardins, avec un ascenseur, avec tout ça, on tourne entre 1,50 € et 2 € du mètre carré par mois en termes de charges. Dans Vasco-Vado, on est à moins d'1 € par mois, y compris chauffage et eau chaude. Alors, le chauffage, dans Vasco-Vado, on a l'avantage, en fait, le chauffage qui arrive avec un réseau de chaleur urbain. En fait, il y a une usine à côté du quartier, une usine de méthanisation, qui, grâce aux ordures ménagères de la ville, produit un flux de chaud. Ce flux de chaud vient dans le quartier et apporte le chauffage et l'eau chaude. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est inclus dans les charges de copropriété, parce que c'est la copropriété qui, en fait, a l'abonnement auprès du fournisseur de calories qui paie la note semestriellement. Et après, cette note elle est répartie au compteur, on a des compteurs, nous on va faire le relevé des compteurs, elle est répartie au réel et pas au tantième, mais elle est quand même au départ appelée dans les appels de fonds. Et à la fin de l'année, on fait une régule avec le compteur d'eau chaude, de chauffage de chacun. Mais comme c'est appelé dans les appels de fonds semestriels, c'est pour ça que je peux vous dire que quand on a même si on a fait de l'eau chaude et le chauffage, c'est des appels de fonds qui sont à peu près, c'est 95 centimes du mètre carré par mois.